Pékin est un bon à rien, un raté qui survit grâce à des petits boulots ingrats et mal payés. Juste après l'université, il a bossé comme un forçat dans plusieurs boîtes. Aujourd'hui, il a rencontré tous les types de patrons minables et a subi les cruelles politiques de bureau que des chômeurs sans éducation comme vous ne connaîtront jamais. Il est en route pour son travail actuel et attrape le train de justesse en se faufilant. Quand il arrive à l'entreprise, il ne reste que 5 secondes avant le pointage. Il court à la vitesse de l'éclair et pointe juste à temps, avant de s'étaler de tout son long comme un idiot. Midi sonne, et Tian est confronté à son défi quotidien. Décider quoi commander pour le déjeuner. Son moi, financièrement à la peine, s'enflamme en voyant les réductions, et il commande les options les moins chères qu'il puisse dénicher. Après le déjeuner, il se met à jouer, car il reste encore un peu de temps avant la fin de la pause. Toute son excitation s'éteint d'un coup, quand il aperçoit le reflet de son salaud de patron sur sa tasse de café. Il bascule instantanément sur son travail de bureau, comme on change d'onglet quand nos parents nous surprennent à regarder des trucs interdits au moins de 18 ans. Le patron le domine comme un démon une seconde, puis s'éloigne en le voyant travailler. Chen revient aussitôt à son jeu, mais le patron réapparaît. Il repasse au travail, puis revient au jeu quand le patron s'en va. Il continue ce petit jeu jusqu'à la fin de la pause, et Chen s'effondre sur sa table d'épuisement. Quand l'horloge sonne enfin 18 heures, il attrape son sac à dos, espérant s'échapper du bureau, et prend même une pause ridicule, comme un super-héros prêt à sauver le monde. Mais la réalité le frappe de plein fouet quand son gros patron apparaît devant lui. Le boss lui demande s'il a fini les diapos de présentation, et Chen s'interroge « Pourquoi les finir aujourd'hui alors que la date limite est mercredi ?» Le vieux schnock rétorque « Pourquoi ne pas le donner avant ?» Et Chen se transforme en un Sigma effronté. C'est très inhabituel pour lui. Et il répond à son patron pour la première fois de sa vie. Tout le bureau prend une expression de Pikachu choqué. Pendant ce temps, Chen continue de répliquer avec aplomb aux commentaires de son patron. Le fossile obèse menace de le virer, mais Chen s'en va nonchalamment. En chemin, il fait un clin d'œil à une jolie fille, et tout le bureau s'emballe pour lui. Mais bien sûr, tout cela n'était que pure illusion absurde, et la vraie version de lui est un paillasson, un oméga, soumis avec tout le monde. Il cède à l'ordre de son patron, et se rassoit sur sa chaise, tel un chat mouillé. Il travaille même après le départ de tous, et environ 2 heures plus tard, il reçoit un lien louche de son ami qui dit « tout ou rien ». Son téléphone lui échappe accidentellement des mains et tombe dans la poubelle à côté de sa table. L'écran du téléphone se met à briller, et soudain, une voix méconnaissable annonce que le système de conversion de fortune sera bientôt activé. De nulle part, le téléphone éjecte une vague de papier doré qui engloutit Qian et le pousse dans la poubelle, comme le déchet qu'il est. Quand Qian ouvre les yeux, il est accueilli par un ami de l'université dans son dortoir. Ses amis quittent la pièce, et Qian réalise enfin qu'il est revenu à sa première année d'université pour une raison inconnue. Il s'effondre en cherchant comment retourner à sa ligne temporelle, mais il comprend qu'il peut saisir cette chance pour changer sa vie d'esclave corporatif. À ce moment précis, un écran virtuel apparaît devant lui et annonce que le système de conversion de fortune se lie à son hôte. Un étrange robot en forme de téléviseur apparaît à l'écran et se transforme d'une manière ou d'une autre en un humain avec une tête de télé. Il se présente comme le système de conversion de fortune, surnommé Richest. Richest explique que ce système fournira à Qian un fonds de démarrage pour l'aider à devenir riche. Les yeux de Qian se mettent à briller en entendant parler d'argent, et il se voit déjà nager dans l'océan de Deilulu à l'idée de devenir riche. Mais le bot le ramène à sa cruelle réalité en lui disant de lire d'abord la règle de conversion. Il explique qu'à intervalles réguliers, le système fournira à son hôte une certaine somme, utilisable uniquement pour les opérations standards de l'entreprise. Après un délai stipulé, les profits et pertes du fonds seront convertis, selon un taux fixe, en actifs personnels que l'hôte pourra utiliser librement. Pour motiver l'hôte à travailler, il ne peut pas se payer avec le compte de l'entreprise. Pour l'instant, 50 000 wen constitue le fonds de démarrage de Chen. Il jubile, pensant qu'il sera riche dans un futur très proche. Richest génère un taux de conversion aléatoire pour les profits et les pertes. Le taux de perte est de 100,1 et le taux de profit de 1,1, ce qui signifie que générer des pertes serait bien plus avantageux pour le gain personnel de Qian. Il se met à danser comme un bouffon en voyant les résultats, car perdre de l'argent est bien plus facile que d'en gagner. Il pense à tout ce qu'il pourrait faire avec le fonds de démarrage, et Richesse lui claque une liste de règles interdites, plus longue que les délires de Chen.
Il réalise qu'il ne peut pas tricher et qu'il devra vraiment trouver une entreprise qui va à la perte. Après quelques recherches, grâce à la technologie ultra rapide de cette nouvelle ligne temporelle, il décide de monter une boîte de jeux vidéo minable. Gagner de l'argent dans ce secteur est difficile et comme il est déjà développeur, il pourra gérer l'entreprise sans générer de profit. Il trouve le nom le plus ringard qui soit et demande à Richest de l'enregistrer comme entreprise. Richest enregistre la société rapidement et menace Chen de ne jamais laisser quiconque deviner l'existence du système de conversion de fortune avant de disparaître. Un compte à rebours apparaît à l'écran. 14 jours seulement. Chen a donc 14 jours pour développer un jeu. Toute son excitation s'envole, car pour un loser écervelé comme lui, créer un jeu en 2 semaines est presque impossible. Juste à ce moment-là, son colocataire rentre dans la pièce, et Chien lui demande, hésitant, si développer un jeu en 2 semaines est faisable. L'ami répond que c'est un jeu d'enfant, et lui présente une nouvelle plateforme, Ezro, qui permet de créer des jeux sans coder, en utilisant des modèles pour plus de facilité. Tion quitte la pièce aussitôt et se rend à la bibliothèque pour commencer à travailler sur le jeu. Après quelques recherches, il discerne que cette plateforme est très limitée, et qu'un bon jeu ne peut pas y être créé. Mais faire un jeu minable, ce serait un jeu d'enfant. Sans compter que les modèles sont aussi chers que l'enfer. Il achète un simple modèle de simulateur de conduite à 20 000 wen et utilise l'argent restant pour acheter d'autres éléments afin de compléter le jeu. Ezro, la plateforme sur laquelle il travaille, possède sa propre IA intégrée, ce qui l'aide à incorporer quelques fonctionnalités spéciales, mais dans l'ensemble, c'est toujours un jeu de merde qui fera s'arracher les cheveux à n'importe quel joueur. Il fixe le prix du jeu à 1 yuan et le publie, espérant créer le plus grand flop de tous les temps. Dans l'univers original, Tian a disparu, laissant derrière lui sa chaussure et son téléphone dans cette poubelle. Le dégoûtant patron s'énerve, se demandant où le type a bien pu passer, qui en passe toute la nuit à vérifier si quelqu'un a téléchargé son jeu. Heureusement pour lui, même les losers incels qui passent leur journée à jouer n'y ont pas prêté attention. Il célèbre silencieusement la première étape de sa vie, car son existence réelle a toujours été un échec. Son ami et colocataire Ma Yang entre dans la pièce et lui tend de la nourriture qu'il a ramenée de la cantine. Chen mange la délicieuse nourriture et d'autres clochards entrent dans sa chambre, transformant la pièce en un repère de seigneurs de la sueur puant et privé de sommeil. Ils décident tous de jouer à un jeu et invitent Chen à se joindre à eux. Mais notre seigneur Alpha refuse, car il a la tête dans les nuages, et tout ce à quoi il pense ces jours-ci, c'est faire de l'argent. Ma Yang finit son repas en vitesse et demande aux étudiants des chambres voisines de se connecter aussi. Les clochards malodorants s'installent et commencent à jouer. Ma Yang a fini son repas rapidement pour rien, car il joue aussi mal qu'une fille qui essaie d'impressionner son petit ami gamer en jouant pour la première fois. Tout le monde dans la pièce s'acharne sur le jeu, comme si leur loyer en dépendait. Ma Yang finit par perdre lamentablement, et tout le monde se moque de lui pour être un noob. Chien est assourdi par leur bruit. Chien répond non, ferme les yeux et entre en mode nostalgie. Ce bruit lui avait manqué, car dans sa vie d'avant, il était tombé en dépression après l'obtention de son diplôme, malgré l'achat de tous les jeux qu'il n'avait pas pu s'offrir auparavant. Il n'avait ni le temps ni l'énergie pour les jeux, car tout ce qu'il voulait, c'était s'isekai pour échapper à cette vie d'entreprise merdique. Mais maintenant, tout est différent, et Chin a maîtrisé un nouvel art de l'illusion qui l'aide à rêver de devenir riche en permanence. Il commence déjà à se demander ce qu'il fera avec les 50 000 quand il est censé gagner. Il décide d'abord d'acheter un bon ordinateur, puis de dépenser le reste de l'argent pour draguer de jolies filles. Cependant, sa fanfiction mentale est menacée par l'arrivée d'un gros sugar baby. Qu'il en soit vraiment un, on l'ignore. Mais il a obtenu ce titre suprême parce qu'il appelle ses abonnés Bilibili des sugar daddies. C'est un créateur de contenu sur Bilibili, l'équivalent chinois de YouTube, et son émission la plus populaire est Bad Game Roast, où il critique les mauvais jeux. Cependant, il est toujours fauché, car critiquer de mauvais jeux ne rend pas riche. En cherchant de nouveaux jeux à démolir, il tombe sur le jeu de Qian, un vrai navet. L'introduction semble intéressante, alors il clique sur le jeu, qui le mène directement à l'écran de jeu, sans menu ni démarrage. Il trouve ça un peu amusant au début, mais son divertissement dure à peine quelques minutes, car il commence à mourir pour des raisons stupides. Mais sa mère ne l'a pas élevé pour qu'il abandonne, alors il passe des heures sur le jeu, mourant encore et encore. Le jeu l'énerve tellement qu'il veut étrangler le créateur, mais il est aussi étrangement addictif. Après des heures à s'énerver pour rien, il décide d'abandonner. Mais l'écran du jeu affiche une note, l'incitant à continuer en le tentant avec une récompense qu'il obtiendra à la fin. Il est de nouveau motivé à jouer, et cette fois, il s'y met sérieusement. L'homme commence à vivre une crise existentielle en jouant à ce jeu dénué de sens.
Après avoir consacré 8 heures de sa vie à cette horreur, il gagne enfin. Au moment où il pense enfin obtenir une récompense, l'écran du jeu lui dit qu'il a réussi à gaspiller des heures sur un jeu inutile et sans aucun intérêt. Le gros youtubeur songe à se jeter du 20e étage, car il n'a pas travaillé si dur pour une arnaque aussi minable. 2 jours et demi plus tard, alors que Chien est en cours, il invoque Richest pour consulter ses statistiques actuelles. Il se doute que le jeu a été téléchargé quelques fois, mais il est convaincu que rien de tout cela ne changera quoi que ce soit. Il est dans son monde imaginaire quand Richest lui dit qu'Ezro paie chaque semaine, donc les statistiques ne sont pas encore vraiment à jour. Juste à ce moment-là, il entend 2 camarades parler d'un jeu agaçant qui est récemment devenu viral grâce à un youtubeur. La description lui semble étrangement familière, et Chan commence à s'inquiéter s'il parle de son jeu minable, qu'il pensait obtenir au maximum 10 téléchargements de loser en manque d'attention. Il s'élance hors de la classe comme une flèche, direction sa chambre, et ouvre son ordinateur portable pour vérifier l'état du jeu. À présent, il a été téléchargé 8000 fois, et il lui reste encore 10 jours avant la prochaine date de clôture. Il voit les commentaires mentionnant avoir découvert ce jeu grâce à Monsieur Kiao, qui n'est autre que notre créateur de contenu Sugar Baby. Curieusement, Mayang est en train de regarder la même vidéo de Monsieur Chao qui a rendu le jeu viral. Chen se penche sur l'ordinateur portable de Mayang et regarde la vidéo. Monsieur Chao y raconte comment il a passé 8 heures à terminer un jeu sans valeur, et il le qualifie de pire jeu de conduite de l'histoire. Mayang commente qu'il n'a jamais vu Monsieur Chao aussi agité, et que, de ce fait, cette vidéo a plus de vues que toutes ses autres. Il suggère de jouer au jeu, car il semble à la fois ennuyeux et intéressant, sans savoir que l'esprit de Qian est en pleine tourmente pendant qu'il parle. Qian refuse l'offre et commence à chercher des moyens de persuader les gens d'arrêter le jeu. Son cerveau de la taille d'une cacahuète lui souffle l'idée d'écrire une description, de s'excuser et de demander aux gens de se faire rembourser. Cependant, personne ne prend la description au sérieux, et il commence plutôt à le consoler d'avoir créé un mauvais jeu. 2 ou 3 jours passent, et Qian commence à ressembler à un cadavre. À présent, Yang a aussi joué au jeu, et ça lui donne envie de faire un Chidori au créateur. Il mentionne à Chien à quel point le jeu est exaspérant, et lui demande s'il l'a essayé. Chien a l'air mort de l'intérieur, et sans regarder son ami, il révèle que ce jeu n'était censé être joué par personne. Mais le destin se joue de lui, c'est pourquoi cette horreur est devenue célèbre. Il sait que s'il gagne ou 1000 wen avec le jeu, il n'aura que 10 yuan pour lui. Ce ratio profit-perte est complètement foutu. Pendant ce temps, une secrétaire, Shadi, remet au PDG d'une entreprise les données mensuelles sur les téléchargements de la plateforme Ezro. Elle explique qu'ils ont acquis 15 entreprises ce mois-ci. L'une est un développeur indépendant, mais sa société, Tengda Technology, est trop petite à son goût. Le PDG est un peu surpris en voyant le nombre de téléchargements du tout premier jeu du développeur. La secrétaire tente de dissuader le PDG en l'informant que le jeu ne coûte qu'un yuan, donc même s'ils acquièrent cette entreprise, ils ne feront pas beaucoup de profit. Le PDG répond qu'il ne se soucie pas des profits. Tout ce qu'il veut, c'est créer un monopole. Il lui ordonne de garder un œil attentif sur l'entreprise, mais la jeune femme se plaint seulement qu'il écorche son nom en réponse. Fatigué de ses manigances exaspérantes, il la vire sur le champ, démontrant ses véritables capacités de Sigma. Le jour de la clôture, il tente sa chance une dernière fois, espérant pouvoir d'une manière ou d'une autre générer une perte, mais il ne trouve rien sur internet. Il se retrouve avec 70 000 téléchargements, ce qui ne lui rapporte que 700 wen pour son usage personnel. Son rêve de devenir ultra riche en ne faisant rien, juste en traînant, a été brisé par un coup de poing de Saitama. Sans compter qu'il reçoit un fonds supplémentaire de 300 000 ajouté au compte de l'entreprise pour le prochain tour, ce qui signifie qu'il doit maintenant perdre plus de 300 000 pour gagner de l'argent pour lui-même. Richesse lui donne un délai de 30 jours pour le prochain tour et disparaît. Chen tombe à genoux comme une demoiselle en détresse, remettant en question ses choix de vie. Il a travaillé si dur, mais n'a gagné que 700 wan. Tout ce qu'il veut, c'est devenir une personne heureuse et inutile qui obtient tout sans effort. Il est inutile même maintenant, mais il n'est pas heureux. Il doit trouver un moyen de perdre tous les 300 000 cette fois. Mayang regarde d'en haut de sa couchette et demande à Chen de jouer avec lui. Qian fait une sale grimace en retour, ce qui fait penser à Yang que le gars a des problèmes relationnels, ignorant que le type est toujours aussi célibataire. Il cède finalement, car se stresser pour cette histoire de profit perdu ne le mènera nulle part. Tous ses colocataires bondissent bas de leur couverture en entendant que Qian va jouer. Hélas, leur équipe perd quand même, malgré les compétences de jeu extraordinaires de Qian. Et le responsable de cette défaite n'est autre que l'inutile Mayang.
Tout le groupe s'acharne sur le gars parce qu'il joue comme une merde et leur fait perdre à chaque fois. Mayang appelle Pei Chen à sa rescousse, mais Chen, au lieu de ça, s'en prend à lui, le traitant de boulet professionnel. Le terme boulet professionnel allume une ampoule dans son cerveau, et il a l'idée d'utiliser l'inutilité de son ami à son avantage. L'homme recommence à échafauder des scénarios délirants dans son esprit, comme la dernière fois. Il se croit un génie d'avoir eu cette idée. Pendant que Mayang est au pays des rêves, probablement à rêver de licorne, Chen le réveille avec son sourire effrayant et agit comme s'il était sur le point de l'agresser. Même le lendemain, en classe, Chen continue de regarder Yang comme un oncle regarde son neveu. Yang pense qu'il est vraiment sur le point de se faire agresser par le type, tandis que l'autre ne pense qu'à utiliser son idiotie pour générer des pertes. Même le garet de la cantine regarde Chen frotter ses joues sur le visage de Yang et pense qu'il se passe des trucs bizarres ici. Yang atteint finalement sa limite et demande à Chen, furieux, ce qu'il veut exactement. Chen, exposant ses tendances fruitées, tient la main de Yang et déclare qu'il le veut. Tout le monde à la cafétéria se tait une seconde avant de sortir son téléphone et de commencer à immortaliser cette magnifique déclaration d'amour. Mayang pleure comme un bébé, imaginant le genre de choses pour lesquelles Qian pourrait le vouloir. Après une journée entière de malentendus, Pei Qian arrête de lui envoyer des signaux gays et révèle ce qu'il veut vraiment de Yang. Il explique qu'il prévoit de développer un jeu et veut que Yang l'aide. Yang est plus que disposé à lui offrir son aide en raison de leur amitié. Mais il n'a aucun espoir dans ce plan, car développer un jeu coûte une fortune et il n'a aucune expérience dans ce domaine. Il s'éloigne, donnant sa réponse. Pour l'arrêter net, Qian révèle théâtralement qu'il est le créateur du jeu Lonely Desert Road. Cette révélation ne fait pas que stopper Yang, elle le pousse contre la porte voisine et le fait tomber à genoux. Il devient le plus grand fan de Pei Chen à cet instant et accepte de travailler avec lui immédiatement. Le duo se tient la main, se motivant mutuellement à travailler dur pour le succès de leur projet à venir. Du point de vue d'un étranger, on dirait qu'ils explorent le corps de l'autre pendant leur temps libre. Mayang achète des livres de code qui pourraient les aider à apprendre le développement de jeux, mais ils sont à peu près aussi inutiles que lui, car ils utiliseront Ezro, une plateforme sans code, pour développer le jeu. Pei Qian lui suggère de lire les livres quand même, car c'est bon pour son développement personnel, mais le gars se retrouve au pays des rêves juste après avoir lu un mot. Chen adore à quel point il est peu fiable. Il veut qu'il reste un boulet pendant 30 jours et qu'il perde tout l'argent pour lui. Chen se met au travail juste après s'être réveillé le matin. Il se demande comment créer un jeu qui entraînera une perte. Puisque les joueurs ont commencé à associer Lonely Desert Road à Tengda Technology, n'importe quel jeu qu'il fera sera vérifié par les gens. Le pauvre gars ne peut même pas trouver d'idée, car les chaussettes puantes de son colocataire traînent sur le balcon et lui bloquent l'esprit. Il ne peut pas faire un gros jeu avec seulement 300 000 wen, et il ne peut pas non plus dépenser ses fonds sans créer de jeu, car une pénalité serait encourue. L'idée de créer un jeu mobile lui vient à l'esprit, car les joueurs de jeux indépendants et les joueurs de jeux mobiles ne se chevauchent pas. Il cherche quel type de jeux mobiles sont populaires ces jours-ci, et l'idée des jeux de cartes lui est présentée. Les jeux de cartes sont originaires de Chine, et avec le temps, ils ont pris une forme numérique. Désormais, les joueurs peuvent jouer à des jeux de cartes à collectionner au tour par tour. Avec les smartphones partout, les jeux de cartes sont devenus une option de divertissement populaire. Science songe à abandonner l'idée, car il ne souhaite pas créer un jeu dans un genre déjà trop populaire. Pourtant, justement à cause de cette popularité, de nombreux développeurs indépendants se sont lancés dans la course. Mais ils n'apportent rien de vraiment innovant, se contentant de copier les jeux de cartes les plus en vogue. De ce fait, le marché des jeux de cartes est devenu extrêmement compétitif et impitoyable. Chen sait enfin à présent ce qu'il veut vraiment faire. Il décide de créer un autre jeu, va engager des designers d'interface utilisateurs professionnels sans originalité pour concevoir lui du jeu. Il réveille Mayang Mayang lui suggère et lui alors qu'il ordonne pourrait de très se mettre facilement au travail trouver ses designs sans de base en tarder. ligne et n'aurait qu'à y apporter de légères modifications pour créer une interface. Il ignore bien sûr que Pei dispose de 300 000 à dépenser absolument, coûte que coûte. Il se transforme alors en véritable saint à ses yeux, l'assurant que l'argent n'est absolument pas un problème. Il est même prêt à dépenser toutes ses économies de toute une vie pour ce Chen jeu. lui accorde également toute Mayang, liberté pour écrire inspiré l'histoire du par jeu, cette mentalité, mais à la seule condition d'utiliser les consolide personnages de encore QQ plus son Tweaking statut Doms, de le fidèle jeu de cartes toutou, le plus populaire de tous les complètement temps. ignorant des Montrer le intentions jeu à de l'écran. Pei Qian. Mayang est plutôt dubitatif face à cette idée, car créer ses propres histoires pour des personnages de jeu aussi populaires peut très facilement virer au désastre. Ce qui bien sûr est exactement ce que Pei Qian souhaite. Dissimulant son sourire maléfique, Pei Qian arbore un masque de bienveillance sensei et le convainc que toutes les innovations, sans exception, ont d'abord été accueillies avec scepticisme.
Ma Yang reste cependant un peu incertain, car il connaît à peine, vraiment à peine, les personnages de QQ3 Kingdoms. Cette révélation propulse la joie de Qian à un niveau absolument stratosphérique, bien au-delà de 9000. Il convainc alors Ma Yang que cela l'aidera, au contraire, à créer. Ma Yang commence alors de liberté, avec une certaine hésitation, de laisser son imagination s'envoler, sa propre perception des personnages, sans aucune entrave, s'avère n'être qu'une absurdité après l'autre, une véritable ineptie. Également employé, voyant cette description absolument lamentable des personnages, très spécial, avec un salaire mensuel de 3 000 yuan. Sans la moindre hésitation, de l'autre côté, Einstein est en train d'informer Monsieur Lee du déclin progressif de QQ3 Kingdoms. Un déclin qui s'explique, selon lui, par un taux de tirage de cartes rares bien trop faible. Le PDG, lui, rétorque que c'est précisément cela qui rend le jeu si incroyablement addictif. Les joueurs, en fait, sont d'autant plus frustrés de ne pas tirer de cartes rares. Et c'est ainsi qu'ils deviennent complètement accros au jeu. Il lui ordonne donc de simplement laisser les choses telles qu'elles sont, Technology, cette entreprise qu'il surveille de près depuis un certain temps, tente de s'aventurer dans le domaine des jeux de cartes. L'analyste lui présente alors, semble tout suivre l'analyse, la même route que QQ3 Kingdoms. Monsieur Lee esquisse alors un sourire maléfique, digne d'un grand méchant d'anime, visiblement ravi de constater que cette petite entreprise indépendante cherche à attirer son attention. Fidèle à sa réputation de PDG grincheux et irascible, il licencie également le nouvel analyste imaginaire pour une raison absolument absurde, comme à son ruminant habitude. Comment il va, cette fois-ci, perdre à coup sûr ses 300 000. Avec l'histoire complètement absurde de Ma Yang sous la main, il est bien trop optimiste cette fois-ci, désormais de dénicher en considération que le destin, lui, débute toujours ses propres manières, un vrai façon unique de se jouer de lui, qui dessinera le design et Yang lui est extrêmement reconnaissant. Le il est déjà payé repoussant possible, ce qui est déjà beaucoup pour lui, que tout le monde déteste 3 000 yuan, car le système ne lui permettait tout simplement pas de lui verser davantage. Autrement, il l'aurait, bien sûr, payé bien plus. Qian lui propose même de lui offrir un barbecue la prochaine fois. Yang, lui, a alors l'idée de transformer les personnages des 3 royaumes en personnages féminins. Et Qian rejette instantanément cette idée, car elle a déjà été exploitée dans un animé. De plus, les Otaku Gunners, c'est certain, téléchargeront le jeu, puisque Ma Yang des personnages féminins, en quelque sorte, le chien de garde professionnel de Qian, en affirmant que cela leur ferait perdre absolument toute leur originalité. Au lieu de cela, il le remercie chaleureusement de l'avoir empêché de commettre une erreur. On ne sait trop comment, le duo part alors de Yang, lui faisant croire tranquillement des concepts vraiment de design du jeu et frappant n'est absolument pas nécessaire. Au contraire, cela détournerait Chen convainc également Yang qu'ils ne peuvent absolument pas engager un artiste célèbre. La raison, il souhaite que les joueurs reconnaissent l'entreprise pour l'excellence intrinsèque du jeu et non pas pour la renommée de l'artiste. Les deux de leur bavardage incessant, plus exubérant, agressif, provoquant presque un anévrisme, commence alors à tanguer les pauvres rameurs, dangereusement. Montrer le même du garçon noir, choqué avec une chemise blanche. Ma Yang serre Peiqian dans ses bras. Il suggère même, dans un premier temps, de ne pas embaucher d'artiste véritablement proposant de réaliser les designs lui-même, qui ne souhaite, bien sûr, n'est absolument pas d'accord. Que le plaisir des joueurs alors à travers le gameplay. Cette altercation fait chavirer le faire des cartes, et le rameur âgé, visiblement homophobe, est littéralement projeté à l'eau. Après avoir géré cette situation délicate, Peiqian parle à Ma Yang de l'artiste qu'il a déniché pour s'occuper du design du jeu. Il s'agit d'un artiste indépendant, dont le portfolio ne contient que des chibis. Ma Yang est plutôt incertain quant à cet artiste, car il ne semble pas avoir la moindre expérience en design réaliste. Mais comme à chaque fois, il tombe dans le piège de Chen et finit par accepter l'idée. Chen souhaite un artiste spécialisé dans les designs chibi, car ses propres designs réalistes seraient très probablement absolument épouvantables. Mais il justifie sa décision auprès de Yang de constater en expliquant sa manipulation psychologique fonctionne avec une facilité déconcertante proposer des designs. Yang contacte l'artiste et il s'il n'a d'expérience que dans les dessins de style chibi, ils se mettent tous sur leur 31 pour l'entretien virtuel. Yang porte des boxers jaunes, absolument adorables, sous sa chemise habillée, tel un véritable excentrique. Et Qian lui enjoint de protéger son image, de se montrer bien plus professionnel durant l'entretien, quoi qu'il arrive. L'entretien débute, et le duo se retrouve face à un jeune homme, visiblement déprimé, très introverti, dont l'activité favorite est probablement de trouver de nouvelles façons de mettre fin à ses jours. Montré un émo déprimé, Ma Yang se présente l'entreprise, puis laisse le reste à Qian. Il se lève alors et va se placer juste derrière Qian, ruinant ainsi en un instant la maigre image professionnelle qu'il avait à peine réussi à se construire. Réaction de facepalm. Qian prend alors le relais et explique qu'il souhaite des designs réalistes et que l'artiste aura bien sûr toute la liberté créative. Ruan Guangjin, l'interviewé, s'interroge alors. Pourquoi l'embauche-t-il s'ils ne veulent pas de design chibi? Qian se transforme alors en l'un de ses juges impitoyables de X-Factor et lui répond qu'il a, selon lui, un potentiel certain. Guangjin réplique qu'il demandera 2000 wen pour un ensemble.
Ma Yang explose littéralement à cette suggestion, le réprimandant vertement pour son incroyable cupidité, surtout pour un débutant. D'un autre côté, Chen se comporte comme un véritable magnate des affaires, fraîchement désigné milliardaire par Forbes, et commente que 2000 c'est bien trop peu. Il poursuit en expliquant qu'il désire un design artistique qui briserait absolument tous les codes, qui sortirait de l'ordinaire. C'est pourquoi il va bien sûr offrir bien plus pour cela. Il va même jusqu'à proposer 3500 wen, tandis que Guanjin et Ma Yang ont les yeux qui leur sortent littéralement des orbites, complètement sidérés. Guanjin accepte les 3500 wen, et Richesse apparaît alors sur l'épaule de Qian, le menaçant de ne surtout pas augmenter le prix de manière déraisonnable, le tenant en quelque sorte en joue. Qian n'a donc d'autre choix que d'inclure également les coûts d'amendement dans le prix. Richesse disparaît juste après cela, et Qian pousse un profond soupir de soulagement. Il se considère alors comme un véritable génie, un cerveau qui a réussi à duper Richesse, car de toute façon, il ne voulait absolument aucune modification dès le départ. Il se contentera en fait de n'importe quel design, même le plus bas de gamme, que Guanjin pourra bien lui proposer. En clôturant l'entretien, Guanjin demande une référence. Il le flatte même afin de savoir qu'il a une confiance absolument en son goût et en son professionnalisme, attend de lui fondre en larmes, ce loser introverti. Il n'aurait jamais, au grand jamais, imaginé qu'un jour on lui proposerait un prix aussi exorbitant pour son travail. Cela le motive enfin à laisser tomber cette façade de gars déprimé et à se mettre sérieusement au travail. Pendant ce temps, Qian ordonne à Yang de superviser les designs artistiques, car lui-même sera très occupé à travailler sur le gameplay. Yang, toujours aussi inconscient de son exploitation, accepte l'ordre, avec une joie débordante, assurant à Qian qu'il fera absolument de son mieux. Pendant ce temps, Qian se félicite intérieurement d'avoir échafaudé ce plan génial, faire superviser le talentueux Guanjin par l'incompétent Yang. Cependant, il ne peut pas se contenter de miser uniquement sur le style artistique pour que le jeu soit un échec cuisant. Il songe à augmenter le prix, afin que les fainéants sans emploi, ceux qui n'ont rien de mieux à faire, ne puissent même pas se permettre d'acheter son jeu. Deux versions de lui-même, contrairement à son véritable lui, alors qui ressemble plutôt à un petit escroc de bas étage, pour infliger aux amateurs de jeux de cartes une véritable terreur psychologique, afin qu'ils ne puissent absolument pas jouer à ce jeu. Il a l'idée géniale de leur offrir des tirages illimités, oui, illimités, avec un abonnement à vie. Cela rendra, bien sûr, le jeu totalement inintéressant à leurs yeux. Car la raison même du plaisir que l'on tire des jeux de cartes réside précisément dans leur tendance au jeu, dans l'aspect aléatoire. Il se félicite alors, se tapant sur l'épaule, d'être un soi-disant génie. Les fondamentaux de Sa prochaine étape, il achète immédiatement le modèle, et de sans la moindre hésitation concrètement le jeu. Ce modèle présente les visuels et les effets les plus saccadés, les plus horribles jamais vus, mais c'est précisément ce que Qian recherche en fait. Pendant ce temps, Guanjin est assis avec ses amis artistes, ceux-là même qui sont censés l'aider pour le design artistique. Il lit attentivement les exigences du contrat, ainsi que les descriptions détaillées des personnages. Ils n'en reviennent absolument pas du genre de personnage que Tengda Technology a pu imaginer. Les amis de Guanjin pensent même que cela pourrait bien être une arnaque, car il est impensable que le client soit prêt à débourser une telle somme. Guanjin leur fait savoir que le paiement a déjà été en fait déposé sur son compte, ce qui est encore plus surprenant, bien sûr. Les exigences sont peut-être difficiles, c'est vrai, mais il ne veut absolument pas rester cantonné à dessiner des chibis éternellement. Alors il va s'en sortir, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Ses amis sont stupéfaits de voir leur ami, d'ordinaire si sombre et déprimé, si incroyablement motivé à évoluer. Alors eux aussi, ils rassemblent leur courage, décidant de prendre cette tâche très au sérieux. Guanjin décide d'opter pour son style artistique personnel, qu'il a lui-même inventé, mêlant lavis et peinture à l'huile, un style que ses amis trouvent, il faut bien le dire, bien trop déprimant à contempler. Mais Guanjin, lui, est absolument confiant en son choix. Après tout, l'exigence principale du design est de créer quelque chose de véritablement épique, ce qui, selon lui, correspond parfaitement à ce Lui style et ses amis artistique. travaillent sans L'homme relâche, qui auparavant jour après jour, ressemblait à pendant l'ambassadeur plusieurs des jours, pensées les et plus soumettent sombres, le et les design plus un lugubres, jour, avant la date soudainement limite, une étincelle. Lorsque Ma Yang Une reçoit lumière cette nouvelle soumission, dans les yeux. il demande Quant au à nom, Chen il de dit à la Ma Yang de revoir. l'appeler Général Mais ce Fantôme. dernier est Monsieur plongé Peugeot, dans son lui, doux termine le jeu sommeil, et corrige si absolument tous les profond bugs qu'il ne avant prend le jour du même lancement pas la officiel. peine de se réveiller Quand pour vient le moment de vérifier. lancer le jeu, Chen suggère d'écrire une description des plus fades, affirmant simplement que c'est un jeu de cartes tout à fait ordinaire. Ma Yang, l'éternel idiot qu'il est, pense qu'il utilise une stratégie de marketing inversée, comme si Chen allait dépenser le moindre centime pour la promotion du jeu. L'arrogance de Chen mord la poussière dès l'instant où il découvre les designs artistiques, des œuvres qui ressemblent, ni plus ni moins, à des créations de Léonard de Vinci. Il avait engagé Guanjin parce qu'il le croyait un artiste déprimé, sans talent, sans la moindre volonté de bien dessiner. Mais Guanjin l'a, en fait, complètement surpassé. Dans son Mais esprit, Ma Yang, lui, il suppose s'est que cette transformé colère en est due Hulk au fait que et Qian veut a l'impression absolument d'avoir anéantir sous-payé tout Guanjin, ce qui se trouve alors qu'en devant réalité, lui. il veut récupérer son argent, Montrer et si Hulk possible détruisant la vie des de Guanjin choses. avec. Il renvoie Yang lui disant qu'il souhaite être seul, ce qui fait penser à Yang que le pauvre homme est en train de traverser une véritable psychose. Xian a les larmes aux yeux, tel un chaton mouillé, après des jours passés à se sentir comme le personnage principal de son propre film, montrer le même du chat qui pleure. Cependant, en tant que président autoproclamé de Delelululand, il parvient à se convaincre, une fois de plus, que le jeu sera, de toute façon, un échec retentissant.
Il estime que les fans de QQ Three Kingdoms préfèrent, en général, les designs artistiques mignons et que le marché est de toute façon très volatile. Donc ce jeu a encore de bonnes chances d'être un flop total. Il imagine même un scénario complètement absurde où Guangjin pleure à chaudes larmes parce que personne n'aime ses designs, tandis que lui se moque de son désespoir. Il est un fervent adepte de la philosophie, du lu et le seul salut lu. Et cette fois-ci, il va s'accrocher, coûte que coûte, à cet espoir. Heureusement pour lui, cela fonctionne, on ne sait trop comment, car dès le lendemain, le jeu compte déjà plus de 100 mauvaises critiques. La dépression quitte le corps de Tian, s'évaporant instantanément dès qu'il entend parler de ces critiques négatives. Sa tête, elle, s'envole directement vers le 7e ciel, vers le Cloud9. Mayang pense que le pauvre homme est devenu complètement fou pour en parler avec une telle excitation. Il mentionne qu'il est absolument évident que quelqu'un a engagé des trolls pour dénigrer le jeu. Il ne croit absolument pas que ces critiques le soient les cas réels, il active même son mode guerrier du clavier et rédige une réponse cinglante à une critique négative. Mais Kian l'arrête net, l'empêchant de le faire. Il y a en effet bien trop de critiques, et il ne peut pas se contenter de répondre à chacune d'entre elles. Il dit à Yang de prendre la chose avec légèreté et de garder espoir en ce jeu. Le cerveau un peu simplet, de Yang trouve, comme toujours, une excuse pour le comportement de Tian. Il pense que Tian est un homme fort, un véritable Sigma male, que rien ni personne ne peut briser. Montrer une vidéo aléatoire d'Andrew Tate, il croit sincèrement que Tian est destiné à accomplir de grandes choses, restant comme toujours complètement inconscient de ses plans diaboliques. Guangjin demande à Yang si Monsieur Pei a rencontré le moindre problème avec le design, et Yang lui répond qu'il n'y a absolument rien d'autre à faire. Guangjin et ses amis pensent qu'ils ont vraiment, mais alors vraiment, décroché le jackpot en ayant Kian comme client. Après tout, il les a payés une petite fortune et n'a même pas demandé la moindre modification. Les amis de Guangjin le couvrent de compliments, lui affirmant que c'est son talent, et uniquement son talent, qui a rendu tout cela possible. Cependant, Guangjin est plutôt perplexe quant à la direction que Kian donne au jeu. La description est des plus fades, et il n'a pas non plus aperçu la moindre publicité pour le jeu. Ses amis le convainquent que cela doit être, sans aucun doute, parce que le jeu est encore en phase de test. Après tout, toutes les entreprises investissent massivement dans le marketing publicitaire. En fait, c'est une entreprise d'alpha. Les trois compères de véritables leaders à la conclusion veulent que Tengda graver leur propre nom dans l'industrie. Absolument intrépide, qui ne joue Guangjin selon les règles établies sont pour vérifier par lui-même. Cependant, s'il y a bien une chose qu'il adore absolument dans ce jeu, ce sont les designs des cartes qu'il a lui-même créées. Ses standards sont tellement bas qu'il est heureux rien qu'en voyant des effets scintillants autour de ses propres designs. Au lieu d'être déçu par ce jeu absolument minable, il se réjouit plutôt que ses designs ne soient pas éclipsés par d'autres facteurs. Cependant, une chose le laisse perplexe. Pourquoi le jeu distribue-t-il des cartes rares comme s'il s'agissait de simples bonbons? Il n'y a qu'un seul plan d'abonnement et il est très bon marché dans la boutique. Et cet abonnement offre aux utilisateurs des chances absolument extraordinaires de tirer des cartes rares. Il essaie de se convaincre que le jeu est peut-être encore en phase de test, mais sa patience finit par s'épuiser et il appelle Mayang pour une inspection. Il partage ses préoccupations avec Yang et ce dernier lui répond que c'est bel et bien le lancement officiel du jeu et qu'il n'y aura absolument aucun nouvel objet ajouté à la boutique. La mâchoire de Guangjin tombe littéralement au sol à cette révélation, car s'ils continuent ainsi, ils ne pourront jamais, au grand jamais, réaliser le moindre profit. Mayang lui confie qu'il ne comprend pas non plus cette décision, car c'est une idée de Chen. Chen l'a justifié en expliquant que les joueurs dépensent déjà 1 yuan pour acheter le jeu, par conséquent, il ne devrait pas y avoir, selon lui, beaucoup de microtransactions supplémentaires. Guangjin est alors, à cet instant précis, complètement inspiré par Chen, comme s'il était la seconde venue de Mère Teresa en personne. Mayang poursuit en expliquant que Chen ne voulait même pas ajouter le plan d'abonnement, souhaite que les joueurs fauchés puissent, il s'est dit eux aussi que certains joueurs appréciaient le plaisir d'obtenir des cartes rares, le désirer, sans avoir à dépenser une fortune dans le jeu de hasard. Mayang approuve cette déclaration avec ferveur et ajoute que Chen a dépensé absolument tout son argent pour le jeu, ne lui laissant plus rien, mais alors plus rien à dépenser pour le marketing. Dans ce monde. C'est pourquoi il est allé frapper un arbre il y a de cela un jour. Alors les deux plus grands Meat Writers de Tian se mettent à pleurer comme des bébés, admirant leur papa Pei, montrer le même Dick Eating is crazy. Guangjin raconte cette histoire complètement inventée à ses amis, les choquant tous les deux au plus haut point. Il leur est difficile de croire que Tengda soit une entreprise fauchée, sans le moindre sou à dépenser pour des publicités. Guangjin ne peut s'empêcher de le meat-ride encore plus, en apprenant que, malgré ses difficultés financières, Chen n'a jamais, au grand jamais, maltraité qui que ce soit. Mais il sait pertinemment que l'entreprise ne pourra absolument pas générer le moindre profit avec un jeu pareil. C'est pourquoi il décide de prendre sur lui de résoudre ce problème. Pendant ce temps, de l'autre côté, comme à chaque fois, ses rêves et ses espoirs s'effondrent comme un brutalement lorsque Mayang arrive en courant vers lui, est en train de célébrer et lui annonce avec une joie non dissimulée que le jeu a dépassé les 10 000 téléchargements en une seule et unique nuit. Chen est complètement désemparé, ne comprenant absolument pas pourquoi le jeu génère autant de téléchargements alors qu'ils n'ont pas lancé la moindre publicité.
En raison Sans des compter très nombreuses qu'il y a mentions du aussi design de artistique dans les très critiques, nombreuses il nouvelles soupçonne critiques, fortement que 5 Guanjin y est étoiles, pour quelque sous chose. le poids Il l'appelle pour écrasant lui demander desquelles s'il est Chen se bien celui retrouve qui a fait la promotion littéralement du jeu. enseveli. Guanjin lui révèle alors qu'il a simplement demandé de l'aide dans un groupe de discussion d'artistes. Ses amis étaient absolument choqués que ce loser introverti qui ne met jamais le nez dehors veuille demander de l'aide aux gens de manière aussi directe, mais comme il était en compétition avec Ma Yang pour être le glazer numéro 1 de Xian, il ne pouvait absolument pas abandonner et a quand même demandé la promotion. Ensuite, la nouvelle concernant le jeu s'est répandue comme une traînée de poudre et il est devenu viral du jour au lendemain. Guangjin pense avoir accompli un véritable jalon révolutionnaire, tandis Et que il Qian, répond lui, que la gentillesse de maudit Qian toutes ces l'a générations, profondément ému. Qian lui demande alors Il ne pourquoi pouvait il se absolument soucie pas autant, rester les bras croisés alors qu'ils ne sont, et le regarder après tout, perdre de l'argent, que de simples sachant partenaires pertinemment commerciaux. tous les efforts Il raccroche le qui avaient téléphone été de investis. investis, agressif, Qian veut le littéralement remerciant le dénombrer, sarcastiquement, car ce qu'il pour a son fait aide va en précieuse. fait lui faire perdre de La vie l'argent. de Guangjin est et non pas désormais un l'échec du jeu véritable lui-même. conte de fées, Ma Yang rempli lui de aussi soleil et l'admire de d'arts son anciennes. côté, Et il comprenant croit enfin de pourquoi tout son Qian cœur était si calme, que Pei Qian est si le serein grand au homme début, vivant, sans mais aucun il ne doute. peut s'empêcher de se demander qui, Lee, au juste, il a désormais a une bien nouvelle pu engager secrétaire. des trolls Assise au tout devant début. lui, Il recroquevillé s'avère que comme ce un n'est poulet nul effrayé. autre que monsieur. C'est lui, en effet, qui avait engagé des trolls pour inonder le jeu de critiques négatives. Mais au final, cela n'a absolument pas fonctionné. Il ordonne à sa nouvelle secrétaire Monsieur Lee est convaincu que Tengda Technologies voulait surpasser son Pendant ce temps, entreprise, quelque part, nous et apercevons c'est une jeune femme aux pourquoi cheveux ils ont roses, créé un une jeu baddie, si jouant à similaire Général à Fantôme, Cupid et manifestant sa surprise Kingdoms. en tirant des cartes rares. En un rien de temps, Général Fantôme se hisse au sommet de la liste des jeux recommandés d'Ezro. Qian se rend alors dans une salle de bain vide pour en discuter avec le service client. Il demande expressément que le jeu soit retiré de cette liste de recommandations, une requête qui, il faut le dire, est la toute première de ce genre. L'employé du service client lui suggère de transmettre sa demande au supérieur s'il y tient vraiment, mais à cet instant précis, Richest apparaît, lui rappelant sans la moindre hésitation que cela va totalement à l'encontre des règles, qui en a alors d'autre choix que de retirer sa requête. Richest lui adresse un sourire maléfique, se moquant ouvertement de lui pour avoir échoué, une fois de plus, à subir la moindre perte. Qian, quant à lui, fait la moue, tel un pain triste et déprimé. Puisque c'est déjà la date de clôture, il se retrouve encore une fois face au macabre processus de décompte. Le jeu a généré 200 000 yuans de profit depuis son lancement, et après avoir fait tous les calculs, Qian ne reçoit que 2000 yuan pour ses biens personnels ce tour-ci. Il félicite Richest, car le système de conversion de fortune ne cesse de le dépouiller de son argent. Le tour suivant commence aussitôt, lui donnant 90 au jour, avec un capital de départ de 500 000 yuan. Xian réalise très bien qu'il est quasiment impossible de faire des pertes, puisque 2 de ces jeux rapportent déjà de l'argent. En plus de cela, son capital de départ ne cesse d'augmenter, ce qui rend chaque tour plus difficile que le précédent. Il essaie de demander à Richest de ne plus augmenter son capital de démarrage. Mais bien sûr, le robot bizarre ne l'écoute absolument pas. Il baisse la tête et s'en va, se demandant s'il devrait dormir sur une voie ferrée ou non. Pendant ce temps, le mystérieux Monsieur Lee est étonnamment de bonne humeur et ordonne à sa secrétaire d'acquérir Tengda, à tout prix, coûte que coûte. Puisque l'argent est déjà un fardeau pour lui, il n'a aucun problème à le dépenser. Chen regarde un match de football ennuyeux, tout en cherchant des idées pour le sortir de cet enfer. Il pense à changer de stratégie comme à chaque fois, mais Ma Yang l'appelle soudainement. Il l'informe qu'une entreprise nommée Fuhui Capital souhaite acquérir Tengda Technology. Les pupilles de Chen se transforment en signes dollars, mais avec ces signes dollars viennent les avertissements du système de conversion de fortune. Chen fait la moue, comme les idoles de K-pop le font pour leurs fans, montre Jungkook faisant la moue et dit à Yang de rejeter l'offre. Yang répond que l'entreprise est prête à négocier le prix et qu'elle offre 50 000 milles de wons. Qian lutte contre ses larmes pour dire à Yang de rejeter à nouveau cette offre alléchante, et Yang lui annonce que l'entreprise a proposé 50 000 milles de plus. Qian perd toute son énergie et commence à se noyer dans ses larmes. Montrez le même de l'alien mourant. Il ne veut vraiment pas rejeter cette offre qui changerait sa vie, mais il n'a pas d'autre choix. Yang n'a aucune idée de pourquoi Qian laisse passer cette énorme opportunité. Fuhui Capital propose alors un investissement au lieu d'une acquisition, mais Qian ne veut pas d'investissement. Alors il demande à Yang de transmettre une de ses questions à l'entreprise. Monsieur Lee est choqué de découvrir que Tengda a rejeté son offre, et pour aggraver les choses, ils ont proposé d'investir dans Fuhui Capital à la place. Monsieur Lee estime que c'est une humiliation totale, mais en même temps, il trouve le gars qui dirige Tengda très intéressant pour cette proposition. Il lâche un rire diabolique à la Sukuna. Insérer une scène du sourire maléfique de Sukuna déclarant que Tengda a maintenant toute son attention. Chen invite Yang à un barbecue comme il l'avait promis une fois. Yang mange comme un ogre tandis que Chen est assis en face de lui, perdu dans ses pensées. Il lui demande ce qui le tracasse, car à présent il doit avoir gagné pas mal d'argent grâce au jeu,
Il calcule l'estimation des gains totaux des deux jeux, qui s'élèvent à environ 6000 000 de yuan. Pour fêter ça, il propose de payer le repas. Qian se frappe la tête avec des marteaux dans son esprit, car évidemment, Yang doit payer le repas. Il gagne plus que son patron après tout. Cependant, quand l'addition arrive, Yang retire ses paroles vantardes et demande le remboursement de ce repas. Le mot remboursement fait tilt dans l'esprit de Qian et il s'en va précipitamment. Il trouve une ruelle isolée et invoque Richest, qui apparaît en aspirant des nouilles. Il lui demande s'il peut classer ce repas comme un exercice de team building pour l'entreprise. Sa demande est acceptée et en réponse, il fait une autre demande au système concernant ses dépenses quotidiennes, qui est rejetée sur le champ. Il retourne auprès de Yang et lui dit que le paiement est réglé. Tous deux se tournent vers les nouvelles, où une nouvelle technologie est discutée. Yang commente qu'il souhaite qu'un jour, ils puissent aussi créer un jeu grand et compliqué, car la technologie avance à un rythme rapide, mais il se demande si seulement eux deux peuvent le faire. Une idée d'expansion de l'entreprise surgit dans l'esprit de Qian. C'est une bonne stratégie pour lui, car il pourra dépenser beaucoup d'argent pour embaucher de nouvelles personnes et d'autres choses. Mais cela dépasse aussi ses compétences, car il n'a aucune idée de comment gérer une entreprise. Ma Yang est également perdu à cet égard, alors il décide de trouver quelqu'un qui sait comment gérer une organisation. Puisqu'il n'y a pas de cours l'après-midi le lendemain, il prévoit de chercher des personnes pour le poste pendant ce temps. Pendant ce temps, nous voyons le producteur d'une entreprise nommée Fiery Sky, regardant les employés qui peuvent être licenciés pour réduire les coûts de l'entreprise. Il désigne un employé qui peut rester et décide de licencier tous ceux qui figurent sur la liste. Au moment où il communique sa décision à quelqu'un, Lin Wan, la badass aux cheveux roses, entre dans la pièce et lui remet sa lettre de démission. Elle exprime que cette entreprise n'est pas faite pour elle et qu'elle ne peut pas y poursuivre ses rêves. Dès qu'elle quitte la pièce, le producteur célèbre et appelle quelqu'un nommé Monsieur Lin et partage qu'il a accompli la tâche qui lui a été confiée. Il assure au gars qu'elle peut maintenant arrêter de rêver de créer des jeux et retourner reprendre l'entreprise familiale. Le lendemain, le duo de bras cassés se rend dans une entreprise pour embaucher quelqu'un. Cependant, la façon dont ils se présentent ferait penser à quelqu'un qu'ils viennent de la rue pour mendier un emploi au salaire minimum. Ils expliquent qu'ils sont là pour embaucher quelqu'un, et le manager, ou quel que soit cet homme aux cheveux violets, laids et effrayants, leur conseille de chercher des étudiants dans leur université s'ils envisagent de créer une entreprise. Chen déclare qu'il a un besoin urgent d'embaucher un assistant qui pourra l'aider à gérer l'entreprise, et il est vraiment satisfait du processus de sélection de l'autre entreprise. Cette créature hideuse lui demande d'un ton moqueur s'il sait seulement qu'il fournisse ses services contre de l'argent et non gratuitement. Chen propose de payer à son assistant un salaire annuel de 400 000 yuan en réponse, faisant cracher leur boisson à l'homme lait et à Yang. Yang lui crie de réfléchir à 2 fois, tandis que le salaud violet demande qu'on apporte des fruits pour les invités. Le gars se présente enfin comme Lawrence, un nom qui lui convient parfaitement. Il demande à Chen ce qu'il recherche, un secrétaire exécutif ou un directeur exécutif. Chen n'a aucune idée si les deux termes sont différents. Alors Lawrence explique que le premier supervise les affaires trop triviales pour que le patron s'en soucie, tandis que le second aide à prendre des décisions concernant l'entreprise. Chen répond immédiatement qu'il veut une secrétaire exécutive, car s'il laisse quelqu'un d'autre prendre des décisions pour lui, l'entreprise pourrait devenir un succès. Lawrence recommande un secrétaire masculin, mais Chen précise tout de suite qu'il n'est intéressé que par une secrétaire féminine. Pour commencer, elle lui remontera le moral par sa seule présence. Cependant, Lawrence pense que Chen veut une secrétaire féminine parce qu'il est facilement distrait par les hommes. En bref, il le traite de membre de la communauté LGBTQ+. Montrer un drapeau de la fierté semi-transparent sur tout l'écran sur Xian. Cependant, c'est Lawrence qui affiche des capacités de twink plus prononcées. Il montre aux deux invités le profil d'une secrétaire qui ressemble à une intello un peu ringarde du monde de l'entreprise. Elle a un profil solide, mais elle est très exigeante quant à la prochaine entreprise où elle ira, car elle vient de quitter une grande entreprise récemment. Lawrence lui a recommandé de grandes entreprises, mais elle les a toutes rejetées, car elle ne veut pas travailler sous les ordres d'un homme. Chen demande pourquoi il lui recommande Tengda, car il est aussi un homme, et Lawrence lui fait un clin d'œil en disant qu'il est différent. Montrer à nouveau le drapeau de la fierté. Chen n'a aucune idée de ce qu'il veut dire par là. Néanmoins, il choisit cette fille comme secrétaire immédiatement. Lin Wan est assise juste à l'extérieur de la pièce, regardant les nouvelles sur son téléphone, où Phantom General est discuté. Qian, Yang et Lawrence passent devant elle, et Qian s'arrête pour lui dire de ne pas croire les nouvelles. Il déclare que Phantom General est un jeu nul et ennuyeux. Lin Wan s'agite à ses commentaires et s'emporte contre lui, disant qu'il n'a pas le droit de dire cela du jeu, car son véritable but n'est pas de faire de l'argent, mais d'innover et de perturber le marché. Elle s'assied en faisant la moue, et Xian répond qu'autant de réflexion n'a pas été mise dans le jeu.
Elle demande comment il sait cela, après quoi Xian se contente de rire maladroitement et s'en va. En sortant, Lawrence informe que Shin Hai-lu, la potentielle secrétaire de Tian, le rencontrera demain à 14h. Après leur départ, il s'approche de Lin Wan et lui demande si elle cherche un emploi. Elle répond oui et ajoute qu'elle a déjà une cible en tête. Elle veut postuler chez Tengda Technology en tant que développeuse de jeux, mais comme elle n'a rien trouvé en ligne, elle est venue ici pour demander. Lawrence rit et révèle que le gars à qui elle vient de parler est Pei Qian, le PDG de Tengda Technology. Lin Wan panique et court après eux instantanément, mais elle est malheureusement incapable de les rattraper. Quelque part, nous voyons Shin Hai-lu servir du vin à un gros, laid et dégénéré. Le scélérat lui caresse les mains, la harcelant ouvertement. Shin Hai-lu commente « C'est la 5e fois ce mois-ci ». Et avec cela, elle lui assène un magnifique coup de pied inspiré de Sanji au visage. Montrez un coup de pied de Sanji avec le même style côte à côte. De plus, elle adopte une pose badass et dégage une aura impressionnante, puis démissionne sur le champ. Montrez Sanji la draguant lourdement. Le lendemain, la belle Shin Hye-lu rencontre Pei Qian dans un café. Ils se présentent l'un à l'autre et passent directement aux affaires. Shin Hye-lu loue le succès de Tengda Technology malgré le fait qu'il s'agisse d'une simple start-up. Elle aime aussi le fait que Qian n'ait aucun intérêt pour les secrétaires masculins. Elle le traite indirectement d'un terme péjoratif, mais il est trop bête pour le comprendre. Montrez à nouveau le drapeau de la fierté ou un mème gay, elle parle ensuite un peu de ses compétences et exprime son désir de travailler avec lui. Qian est satisfait de tout, mais il précise qu'il ne veut son avis que lorsqu'il le lui demande. Dans toutes les autres situations, elle doit rester silencieuse. Hai-lu trouve la demande un peu étrange, mais elle réalise qu'en tant que secrétaire, elle doit faire ce que le patron exige. Il se serre la main, et elle demande quand elle peut commencer à travailler. Chen répond qu'il n'a pas encore de bureau, et les deux se dirigent directement pour chercher un endroit à louer. Ils atteignent le bâtiment le plus cher de la ville, qui a un étage vide. Le gérant leur dit que les gens lui disent généralement une partie de l'étage pour faire des bureaux. Cependant, Chen dit qu'il veut tout l'étage, ce qui fait passer le gérant d'un oncle sévère et blasé à un petit chaton tout doux et pétillant. Montrez des autocollants de ruban rose sur lui. Le loyer est de 360 000 yuan par mois, et le gérant fait de son mieux pour persuader Qian d'accepter le loyer, même s'il est cher. Mais à sa grande surprise, Qian répond que le loyer est trop bon marché. Il lui dit que la vie n'est pas facile pour lui non plus, donc il ne devrait pas essayer de lui faire de réduction. Puisque Phantom General est toujours un jeu populaire, il n'a aucun problème à acheter un endroit cher. Il doit payer 700 000 yuan pour la caution et le loyer du premier mois. Il finalise le contrat, et Qian passe à l'étape suivante, qui consiste à établir une liste des fournitures de 2 bureaux. Shin Hai-lu lui passe la liste qu'elle a faite. Et comme à chaque fois, il dit que les fournitures sont trop bon marché. Puisque l'environnement de bureau influence fortement l'efficacité du travail, il veut le meilleur du meilleur pour son bureau. Il suggère un budget de 2000 000 de wons pour les fournitures et reçoit immédiatement un avertissement de Richest. Il le réduit à 1500 000, ce qui n'est pas acceptable non plus. Alors il se contente de 800 000. Hai-lu dit que c'est une somme généreuse à dépenser pour les fournitures de bureau. Après cela, Chen continue de mentionner les choses qu'il veut, et les choses commencent à apparaître. En un rien de temps, il dispose d'un lieu de travail de premier ordre, avec des ordinateurs avancés, une cafétéria esthétique, une salle de réunion ultra moderne et une chambre d'amis confortable. Hai-lu commente qu'il n'a pas encore pensé à un endroit pour lui-même, et Qian lui donne toute liberté pour l'aménager. Hai-lu opte pour un appartement de 2 chambres pour lui, ainsi il n'aura pas à retourner au dortoir lorsqu'il fera des heures supplémentaires ou qu'il sera à l'étranger. Hai-lu rédige également une politique de recrutement bien trop stricte pour les normes de Qian. Ce genre de politique stricte n'attirera que les élites, et il ne peut pas risquer de les avoir dans son équipe et de ruiner son plan. Il lui demande d'omettre certains de ses points, et elle soutient que si elle rend la politique trop souple, ils ne pourront pas embaucher de bons développeurs. Elle a raison en ce sens, car s'ils embauchent des profanes incapables de créer des jeux, ce sera une violation des règles. Il lui dit de lui laisser le processus de recrutement, ainsi que la finalisation de leur salaire, etc. Elle obéit docilement, et demande s'il changera son apparence ou non. Habituellement, les développeurs de jeux n'ont pas besoin de bien s'habiller, mais un costume est nécessaire pour assister aux réunions d'affaires. Elle le transforme en un séducteur hors pair, en un rien de temps, avec un costume noir ajusté. Il dégage l'impression d'un PDG de K-drama qui tombe amoureux de son employée pauvre et maladroite. Montrer une scène de proposition d'affaires de drama. À présent, il a déjà dépensé tellement d'argent, et les dépenses ne feront qu'empirer à partir de maintenant. Tout ce qu'il lui reste à faire est de trouver de nouveaux employés. S'il veut perdre plus d'argent, avoir seulement Mayang ne suffit pas. Il faut un autre boulet avec des cailloux à la place du cerveau. Il pense à un gars du cybercafé avec qui Mayang joue, parfois. Il fait une entrée dramatique au café, choquant la réceptionniste et le client qui se tenaient là. Il est sous les feux de la rampe, et il marche avec une telle assurance
que personne ne pourra deviner que l'homme n'a qu'environ 1000 yuan à son nom. Il demande si Baoshu est à l'intérieur, et la fille répond oui. Non seulement la fille est séduite par lui, mais le gars ressent aussi des picotements à l'intérieur, à la vue de ce bel homme. Contrairement à Peikian, Baoju est un gamer puant, et en manque d'affection qui joue au jeu toute la journée. Tout le monde à l'université le connaît parce qu'il a été expulsé en raison de ses mauvaises notes dans de nombreuses matières. Plus tard, il a travaillé comme booster de niveau. Le gars vit pratiquement dans le cybercafé maintenant. Qui en pense qu'il est raisonnable de recruter un joueur professionnel. Un autre point positif à son sujet est qu'il est bon pour jouer au jeu, mais ne sait rien de la conception de jeu, ce qui signifie que Tian peut lui laisser le soin de détruire les jeux. Tian l'atteint et lui parle immédiatement de l'offre d'emploi. Baoshu le regarde et se dit qu'il n'est qu'une personne prétentieuse jouant au PDG, dans un nouveau costume. Il lui dit de dégager, mais Chen place de l'argent devant lui, l'appelant son salaire anticipé. Baoshu demande pourquoi il est recherché, car il n'a jamais développé de jeu. Chen se lève et met son masque manipulateur parfait. Il le motive en disant que personne ne connaît les jeux mieux que lui, et lui demande s'il veut créer le jeu parfait ou non. Il lui dit de le contacter s'il a pris sa décision, et s'éloigne. Avant que Tian ne puisse quitter la pièce, Baoshu déclare qu'il a pris sa décision et qu'il est prêt à travailler pour lui. En réponse, Chen dit simplement à son sale cul de prendre un bain et de nouveaux vêtements avec l'argent sur son bureau. Quand Chen part, Baoshu éclate en larmes de bonheur, car il attendait cette opportunité depuis si longtemps. Qian est fou de joie grâce au progrès qu'il a réalisé. Il dort avec un sourire sur le visage et se réveille plus tard que d'habitude le lendemain. Quand il arrive à l'entreprise, un gars nerveux et intello attend l'ascenseur. Qian fait semblant d'être là pour un entretien et discute un peu avec le gars. Le gars s'est précipité pendant sa pause déjeuner au travail pour passer un entretien chez Tengda parce qu'il déteste son entreprise actuelle. L'ascenseur s'ouvre et le développeur senior du gars en sort. Il dit au gars aux cheveux roses que Tengda a des exigences strictes et qu'il n'y arrivera pas. Le développeur junior ment en disant qu'il n'est là qu'en tant que visiteur et le développeur senior s'en va. Lui et Chen montent dans l'ascenseur et il exprime sa surprise de voir son concepteur principal postuler ici en secret. Si quelqu'un avec un tel CV n'a pas pu y arriver, alors il n'a aucune chance du tout. Lorsque les deux entrent dans le bureau, tout le monde salue Peikian et le gars réalise qu'il était avec le PDG dans l'ascenseur. Pendant l'entretien, le gars rose est embarrassé car il est un débutant et n'a pas beaucoup de compétences, mais Chen l'embauche instantanément pour ces mêmes raisons. Quant au salaire, il lui offre bien plus que ce qu'il demande. Le nouvel employé s'engage à dédier sa vie à Tengda. En réponse, de retour dans son bureau, Chen se détend quand Lin Wan arrive en trombe pour un entretien. Il la reconnaît instantanément et la jeune femme s'excuse auprès de lui pour s'être comportée comme une garce à l'époque. Avant qu'il ne puisse se présenter formellement, Lin Wan lui demande s'il pense que le but principal d'un jeu est de gagner de l'argent. Chen répond qu'il ne le pense pas, évidemment, car son véritable objectif est de perdre de l'argent. Heureusement, il ne dit pas la dernière partie à voix haute. Lin Wan sourit de toutes ses dents et dit qu'elle croit aussi que le but principal des jeux est de donner de la joie aux joueurs. Elle passe ensuite à sa question suivante, qui est de savoir s'il éliminerait les employés qui travaillent en bas de l'échelle à l'avenir. Et Chen répond non instantanément, car son véritable objectif est de rassembler les employés les moins performants. Lin Wan verse des larmes d'admiration pour le gars. Et en apprenant qu'elle était un poids mort à son dernier emploi, Chen l'embauche immédiatement. Wang, le gars aux cheveux roses, retourne à son ancien travail et jette l'offre d'emploi de Tengda au visage de son concepteur principal. La colère et le ressentiment qui s'étaient accumulés en lui pendant 6 mois éclatent enfin, alors qu'il s'en prend au vieux pour avoir une mentalité de jeu traditionnelle malgré son expérience. De retour à son dortoir, tous les colocataires de Chen demandent où le gars est allé. Mayang affirme que lui et Chen travaillent à temps partiel, et puisque Chen a le quart de nuit, il a loué un endroit à l'extérieur. Pendant ce temps, sur le lieu de travail, tous les nouveaux employés sont assis sur leurs chaises à jouer à des jeux, parce que Chen ne leur a donné aucun travail, et cela fait 1 semaine qu'ils ont commencé à travailler. Ils se demandent tous pourquoi ils doivent rester assis sur leurs fesses, comme des inutiles, des nullités sans talent toute la journée, alors qu'ils ont été embauchés pour autre chose. Lin Wan fait taire tout le monde en affirmant qu'ils n'ont aucune tâche, parce que Monsieur Peikian veut que tout le monde comprenne le point de vue de l'utilisateur. En jouant à des jeux, ils peuvent reconnaître les problèmes actuels des jeux afin de les éliminer à l'avenir. À présent, Lin Wan a battu tout le monde dans le plus grand concours de l'éloge la plus dithyrambique de Peikian, montré un écrivain sur un mème d'aubergine. Elle ajoute également que Peikian veut que tout le monde préserve son énergie afin de pouvoir travailler efficacement le moment venu. Cependant, une chose que les employés ne comprennent pas est pourquoi ils ne se présentent pas au travail. Aucun d'entre eux ne l'a vu au bureau depuis qu'ils ont rejoint l'entreprise. Ils se demandent s'il est occupé quelque part ou s'il se la coule douce dans sa chambre. La possibilité de se la couler douce s'avère évidemment vraie.
Car tandis que ses employés sont assis devant leurs écrans, se demandant quel est le but de leur travail, le patron est assis sur son canapé, mangeant de la pastèque comme un enfant. Il excuse sa paresse en disant qu'il est juste en train de réfléchir. Il veut trouver un plan de jeu qui va définitivement échouer cette fois-ci. Une ampoule s'allume dans sa tête et il pense avoir enfin trouvé la solution. Quand il est temps de partir, Peikian décide soudainement de se montrer et de bénir ses employés. Il annonce que la raison de son absence la semaine dernière était qu'il pensait à l'avenir de Tengda. Puisque leur dernier jeu a été un super hit, il veut essayer quelque chose de différent cette fois. Cette fois, il veut faire un jeu de tir à la première personne. Tous les employés sont un peu hésitants à l'idée car les jeux FPS réussissent rarement. Kian se transforme alors en Nelson Mandela et prononce un discours comme s'il avait une nation à bâtir. Montrer Nelson Mandela prononçant un discours. Ces mots manipulateurs font leur effet sur les employés car ils sont tous galvanisés pour faire fonctionner ce prochain projet. Kian s'assure de bien désigner Baoshu et Wang Xibo, les complimentant de manière un peu forcée car il compte bien les faire travailler. Après avoir manipulé toute l'équipe, il emmène Baoshu et Wang Xibo dans la salle de réunion et leur explique ce qu'il attend du prochain projet. Il leur demande de faire une ébauche d'un jeu FPS avec des commandes simples et une histoire longue. Les deux employés semblent sur le point de faire dans leurs pantalons, mais Wang Xibo montre quand même du courage et pose des questions. Il soutient que ce jeu pourrait être critiqué par les masses, car il ne suit pas les règles habituelles des jeux FPS. Au lieu de résoudre les problèmes, Chen se transforme en son grand manipulateur et le convainc de suivre ses instructions. Il nomme Wang Xibo, concepteur principal du projet, et Baoshu, modérateur du jeu, et leur ordonne de livrer une ébauche en une semaine. Les deux hommes ne peuvent rien faire d'autre que d'accepter le plan. Après avoir exploité la naïveté de ses employés, Chen s'amuse sur sa chaise pivotante, savourant d'être un patron qui ne fait rien d'autre que déléguer du travail à ses esclaves. Il sort de la salle de conférence pour voir que tout le monde est parti, sauf Baoshu, qui a transformé son bureau en cybercafé et y joue. Kian est heureux de voir que tout le monde est parti, car la politique de l'entreprise est de ne jamais laisser les employés faire des heures supplémentaires. Cependant, dès qu'il part, Wang Xibo surgit de sous la table et se met au travail, car il ne veut pas décevoir le patron qui lui a fait tant confiance. Xibo travaille pendant des heures, mais aucune des histoires qu'il a imaginées ne le satisfait encore. Baoshu, étant le fin connaisseur de jeux qu'il est, entraîne Xibo dans son esprit, lui expliquant le genre d'histoire qui, selon lui, fonctionnerait. Maintenant, ils sont deux soldats sur une plateforme pétrolière lointaine, combattant des momies. Il a choisi une plateforme pétrolière car elle offre moins d'espace pour manœuvrer, mais une structure complexe, ce qui augmentera la rejouabilité du jeu. Au lieu de simplifier les commandes, il a modifié les modes pour que le tir devienne plus facile pour les joueurs. Pour le mode histoire, il imagine le personnage secondaire traditionnel parfait qui rendra le jeu plus immersif. C'est une petite fille sourde qui donne des instructions par ses expressions. Les joueurs devraient analyser le comportement et les intentions de la fille. Sur cette base, des énigmes seraient ajoutées et son comportement contiendrait des indices pour les résoudre. Dans leur étrange imagination, la fille tend un fusil à Xibo pour tirer sur un zombie, puis ils s'échappent ensemble de la plateforme pétrolière. Baoshu commente que lorsqu'un lien est créé par l'interaction, les joueurs s'investissent. Quand ils sont ramenés à la réalité, Xibo ne peut s'empêcher d'admirer l'intelligence de Baoshu, le voyant Shomim de Mineta. Baoshu le complimente en retour. Mais une fois qu'ils ont fini de se flatter mutuellement, ils se mettent à encenser Peikian. Ils parlent de lui comme s'il était un messie et travaillent jusqu'au matin sur son jeu. Ils conçoivent une arme géniale pour le jeu, et pendant qu'ils en discutent, Mayong entre dans le bureau. Il soupçonne tout de suite que les deux garçons ont fait des heures supplémentaires. Ailleurs, Lin Wan assiste à une fête, resplendissante comme une princesse, et tout le monde la couvre d'éloges. Elle serre son père dans ses bras, et son père lui demande si elle a enfin renoncé à son rêve de devenir développeuse de jeux depuis qu'elle a quitté Fairy Sky Studio. Elle se recule et affirme qu'elle est plus déterminée que jamais. Elle l'informe qu'elle a trouvé une entreprise où elle se sent à sa place, ce qui efface le sourire de son visage. Wang Xibo et Baoshu ont pris l'habitude de faire des heures supplémentaires. Baoshu dit à Xibo de rentrer chez lui et de se reposer, mais l'homme brûle de passion et ferait n'importe quoi pour obtenir la moindre approbation de son cher Pei. Il demande à Baoshu d'examiner sa proposition et de lui faire des suggestions s'il en a. Baoshu commence à prononcer des charabia qui dépassent l'entendement de ce pauvre Xibo. Xibo est confus. Pendant qu'ils ont leur petite séance de travail, Ma Yang est aperçu en train de les espionner. Le lendemain, alors que Yang et Kian planifient mentalement le meurtre de leur professeur ennuyeux, Kian reçoit un SMS de Xibo, l'informant que le cadre de conception du jeu est terminé et attend son approbation. Le message l'énerve profondément, car il veut que son équipe se relâche et traîne les pieds. De plus, il craint que le cadre ne s'avère efficace. Juste à ce moment-là,
Yang le pousse du coude et lui dit que Sibo fait des heures sup en secret. Ken n'est pas surpris, car cela explique pourquoi il rend son travail à temps. Les deux décident de s'éclipser discrètement du cours, et pendant qu'ils sortent en douce, Yang mentionne que Sibo fait en fait des heures sup pour jouer à des jeux. Qian s'arrête net, et le visage de Yang heurte le derrière bien rebondi de Qian, montrant Yang touchant les fesses de Qian. Qian est un peu soulagé d'entendre ça, et ils retournent à leur siège. Ils parcourent rapidement le cadre et félicitent Sibo pour ses progrès. Pendant ce temps, Ma Yang essaie de le convaincre de punir Sibo pour avoir utilisé les ressources de l'entreprise pour jouer. Chen écarte le sujet d'un revers de main, disant que jouer à des jeux fait partie de leur travail. Techniquement, au bureau, Sibo annonce que sa proposition a été acceptée sans aucune modification, et cela motive tous les employés. Tout le monde travaille comme si son loyer était en retard, mais le patron pour qui il se donne tant de mal prend un bain entouré de jouets de bain ridicules. On pourrait croire que le gars est en compétition avec la pub de savon de bain de Sydney Sweeney. Montrez le savon de bain de Sydney Sweeney. Avec la façon dont il se lisse les cheveux de manière séduisante, il se voit attribuer une nouvelle date de clôture avec des fonds supplémentaires, ce qui anéantit tout son enthousiasme. Yang vient le voir et lui révèle que Sibo a inspiré toute l'entreprise à faire des heures sup comme lui. En gros, tout le monde travaille dur, sauf ces deux bons à rien censés gérer le jeu. Cela donne à Chen une nouvelle idée pour gaspiller de l'argent. Il décide de payer tout le monde pour les heures sup, car, en grand leader, il ne veut pas exploiter ses employés. Yang devient très ému en voyant la gentillesse et le dévouement de son ami envers les travailleurs. Il se charge de calculer les heures supplémentaires de chacun. Le lendemain, Sibo présente sa proposition sous forme papier à son cher Pei. Xian n'a jamais lu autant de livres de sa vie, encore moins en une seule fois. Sibo lui demande aussi de choisir le titre du jeu. Heureusement pour Qian, la pause déjeuner commence et il est soulagé de ne plus y penser. Young annonce que l'entreprise offrira désormais des déjeuners gratuits à ses employés dignes d'un buffet de mariage. Une petite grosse se plaint d'être au régime et Hailu entre en scène avec 2 accros à la muscu sous stéroïdes. Elle déclare qu'une salle de sport est en construction et que des entraîneurs professionnels seront embauchés pour les employer. Tout le bureau est sidéré et Sibo en parle à Lin Wan. Il exprime sa confusion concernant Monsieur les actions de Pei, car un patron ne peut pas être aussi gentil. Ensuite, le duo utilise leurs 2 neurones combinés pour comprendre sa générosité. Au final, ils réussissent à se convaincre que Monsieur Pei est un maître tacticien et il fait tout cela pour rendre les employés plus efficaces. Juste à ce moment-là, ils reçoivent une notification sur leur téléphone, les informant qu'ils recevront désormais des heures supplémentaires payées. Wan va au bureau de Chen pour en discuter et rejette l'offre de paiement des heures sup. Chen s'approche d'elle de manière un peu agressive et demande pourquoi les employés doivent refuser leur argent si bien mérité. Wan est un peu troublé quand il s'approche et détourne le regard. Elle répond avec hésitation que les employés ne veulent pas plus d'argent. Qian se transforme en une sorte de Superman au rabais et essaie de convaincre Wan avec gentillesse. Wan hésite à le regarder en face et quand elle le fait enfin, il lui apparaît comme un héros de shoujo des années 90. Son charisme la fait exploser et elle quitte la pièce immédiatement. Elle dit à tout le monde qu'elle n'a pas pu lui dire non. Et tout le monde s'y identifie. Car comment dire non à un tel charmeur? Pendant ce temps, dans sa chambre, Qian réfléchit à des moyens de dépenser plus d'argent. Il appelle Baoshu dans sa chambre et lui montre la liste des matériaux rédigés par Sibo. Baoshu l'examine et commente que c'est une liste parfaitement raisonnable, tous les articles étant dans leur budget. Qian demande pourquoi la liste n'est pas extravagante et coûteuse, car comment faire un bon jeu en dépensant si peu? Baoshu soutient qu'il pensait au budget. C'est pourquoi ils ont demandé peu ou pas de contenu personnalisé. Qian passe en mode manipulateur une fois de plus, et lui rappelle que la raison même pour laquelle Baoshu a rejoint cette entreprise est qu'il veut créer le jeu parfait. Et ce montant est trop faible pour réaliser son jeu idéal. Baoshu reçoit un élan de motivation et jette la liste à la poubelle. Il décide de ne plus louer de serveurs, mais de les acheter. Qian réalise qu'il n'a pas tant d'argent, alors il convainc Baoshu de s'en soucier après le lancement du jeu. Pour l'instant, il ne devrait pas laisser le budget limiter le développement du jeu. Pendant ce temps, Monsieur Lee parle au producteur de Fiery Sky Studio de l'acquisition de Tengda. Le producteur assure Monsieur Lee qu'en tant qu'investisseur, il fera ce qu'il veut. Parce que son ennemi est aussi l'ennemi de Fiery Sky Studios. Dès que l'appel se termine, le nouvel analyste de Monsieur Lee révèle que tous les employés de Tengda, sauf un, sont moyens, avec des CV nuls. Monsieur Lee précise qu'il s'en fiche et lui crie de les débaucher tous quand même. De retour au bureau, Baoshu regarde des vidéos pour trouver de meilleurs concepts quand tous les employés commencent à se rassembler autour de lui, un par un.
Tous veulent qu'il examine leur travail et les conseille sur la suite. Il est en quelque sorte devenu leur leader maintenant. Montrer le même, souffrir du succès. Mais étant un loser introverti qui n'a jamais mis le nez dehors de sa vie, cette attention et cette dépendance sont trop accablantes pour lui. Il pense qu'il va gâcher le projet s'il devient le développeur principal. Juste à ce moment-là, Sibo apparaît comme un rayon de soleil et l'aide en conseillant tout le monde sur ce qu'il faut faire. Après que tout le monde soit retourné à sa place, ils reçoivent tous un appel en même temps. Un mois plus tard, Tian est assis dans sa classe, l'air suffisant, quand Mayang l'appelle et l'informe que Ferrari Sky Studio va débaucher toute son équipe. Tian s'élance hors de sa classe dès qu'il entend la nouvelle. De retour au bureau, le designer de Tengda montre à Sibo et Baoshu le design de la petite fille rouge qu'il a terminé. Sibo et Baoshu sont consternés par le design, car au lieu d'une mignonne petite fille, c'est une héroïne ecchi vêtue de rouge. Montré une affiche d'animé ecchi, Bochach Girl sur le côté, Chen arrive au bureau en furie et voit tout en désordre et jeté. Il imagine un scénario où tout le monde quitte le bureau en panique pour plus d'argent et une meilleure entreprise. Pendant ce temps, le pauvre Yang pleure et essaie de convaincre Chen de ne pas s'inquiéter de ces ingrats. Ils peuvent embaucher de nouveaux employés et repartir de zéro. Plus qu'un mois avant le lancement du jeu, et Tian ne veut vraiment plus rien faire seul. Il ne sait même pas où ils en sont. Il souhaite les avoir licenciés à la place pour devoir payer des indemnités de départ. Juste à ce moment-là, tous les employés apparaissent derrière lui. Lui et Mayang se demandent comment ils sont là, si Fieri les a tous débauchés. Les employés révèlent qu'ils ont tous refusé l'offre de Fieri, car Tengda est leur foyer maintenant. Tous commencent à briller d'espoir et de bonheur, et déclarent que l'environnement et les avantages de Tengda sont la raison pour laquelle ils ne veulent jamais partir, montrer arc-en-ciel et soleil autour d'eux. De plus, ils ont une liberté créative et peuvent ressentir un sentiment d'accomplissement ici. Mayang ne semble pas comprendre cela, car Ferrari Sky Studio est la légende de l'industrie et il n'y a pas un seul développeur qui ne veuille pas y aller. Wan répond avec une citation un peu gênante que la vraie légende est devant elle et pointe Kian. Kian est un peu troublé, déclarant qu'il n'est pas si important et demande ce qui se passe avec tout ce désordre dans le bureau. Sibo répond qu'ils ont terminé le jeu en avance et tout le monde est devenu fou de joie pour fêter ça. Ensuite, ils sont allés à la salle AV pour voir le produit final, c'est pourquoi le bureau était vide. Les yeux de Shan sortent presque de leurs orbites en voyant le mode histoire du jeu. L'idée est incroyable et les exécutions semblent décentes aussi. Le jeu pourrait sérieusement être un succès après un petit polissage. Sibo demande son avis sur le jeu et déclare qu'ils ont terminé le jeu en avance afin de pouvoir corriger les erreurs avant la date de lancement. Chen commence à réfléchir à des moyens d'empêcher l'équipe de tester le jeu. Il a l'idée d'un événement de team building, cela peut retarder leur progression et aussi nécessiter plus de fonds. Il annonce l'événement à l'équipe et juste à ce moment-là, Ailu entre dans la pièce avec le secrétaire disgracieux de Monsieur Lee. L'énergie dans la pièce change radicalement dès que les employés le voient. Ils disent à Kian qui il est et il lui tend la main. Le secrétaire lui serre fermement la main et s'exclame avec enthousiasme que s'il n'avait pas essayé de débaucher tout le monde pour Fieri, il n'aurait jamais connu Monsieur l'excellence de paye. Alors maintenant, il prévoit de quitter Fui Capital pour venir travailler chez Tengda. Il révèle que c'est Monsieur Lichi de Fui Capital qui voulait que Fieri débauche tout le monde chez Tengda. Et non seulement cela, il a aussi engagé des trolls pour écrire des critiques malveillantes. Le visage de Tian s'illumine, pensant avoir trouvé son bienfaiteur, mais ses employés regardent l'homme comme s'ils allaient lui arracher les reins, montrer le même Kurt Engelster. Alors il n'a d'autre choix que de le rejeter et de le renvoyer. Pendant la séance de sport, tous les travailleurs discutent de l'endroit où ils iront pour l'activité de team building. Baoshu exprime qu'il ne veut aller nulle part, il veut juste terminer le projet de plateforme pétrolière le plus vite possible. Juan dit quelque chose qui fait tomber un pauvre gars de son tapis de course. Elle partage qu'elle veut aller à Ferrari Sky Studio pour l'activité de team building. Elle veut que les gens de cette entreprise rencontrent Monsieur Pei et voient à quoi ressemble un vrai développeur de jeu. Kian entend l'idée et donne son approbation immédiate en posant une main sur l'épaule de Juan. Le monde de Juan se colore en rose à son contact. Montrer la scène avec des couleurs roses. Kian a une raison similaire d'approuver l'idée. Leur montrer à quoi ressemble une vraie entreprise de jeu. Ainsi, cela peut baisser leur morale, mais il agit comme la princesse Diana devant ses employés. Et dit qu'il a toujours voulu y aller parce que c'est l'ancien employeur de Rouen. Cela propulse Juan dans un monde d'illusion totale. Et elle commence à penser que Tian veut y aller pour en savoir plus sur elle. Le jour du voyage, tout le monde va d'abord déjeuner. Tian annonce que leur prochaine étape est Ferrari Sky Studio. Cependant, ce n'est pas un voyage obligatoire. Chacun est libre d'utiliser son temps comme il le souhaite. Juan est plongé dans ses pensées.
probablement en train de penser à ce qu'elle veut faire avec Tian en ce moment. Montrer le panneau PG-18. Le budget du voyage est réduit de 450 000 yuan à 150 000 yuan car Wan a mal communiqué le montant à Ailu. Mais c'est bon, car Qian soupçonne que le système l'aurait laissé dépenser autant pour un voyage stupide de toute façon. Ensuite, il rappelle à Ma Yang de poser des questions quand ils iront chez Fieri, surtout sur leurs erreurs passées, pour qu'ils puissent les répéter. Il se corrige immédiatement devant Yang, mais le simplet ne comprend rien. Quand ils atteignent Fieri, le producteur hésite un peu à les laisser entrer. Il n'a aucune idée du motif de Tengda derrière cette visite. Son secrétaire pense que c'est pour se venger d'avoir essayé de débaucher tous les employés de Tengda. Mais se venger de cette manière n'est pas quelque chose qu'une entreprise peut faire. Quoi qu'il en soit, Qian et le reste des employés sont accueillis dans le manoir de l'entreprise. Tout le monde est émerveillé par l'environnement de l'entreprise. Il y a un immense jardin avec différents types d'installations de jeux dans le bureau. Qian pense qu'il faut au moins 10 000 milles de yuan pour construire un tel endroit. Il va rencontrer l'homme qui prend toutes les décisions pour cette entreprise. Le secrétaire le présente comme Monsieur Zhu Muyan, un développeur de jeux de l'entreprise, qui en leur serre la main, et tous deux se mettent à scruter chaque détail l'un de l'autre. Monsieur Zhu pense que Qian est jeune et essaie d'être prétentieux, dans un costume sur mesure coûteux. Qian, lui, réfléchit à des moyens de le faire paraître encore plus riche pour qu'il puisse continuer cette façade et dépenser plus d'argent. Le secrétaire est agacé par leur petite bataille mentale et les laisse tous les deux seuls. Muyon se vante de la technologie de pointe de son entreprise et va à une armoire voisine pour lui offrir une poupée en édition limitée de l'entreprise. Juste à ce moment-là, le reste des employés de Tengda entre dans la pièce et commence à dire à Qian que la technologie ici est démodée et que tout chez Tengda est tellement plus avancé. Qian commence à trembler car il sait que Muyan pourrait écouter leur conversation. Les employés continuent en disant que l'espace de travail ici leur semble si exigu, probablement parce qu'ils sont habitués au lieu de travail spacieux de Tengda. Qian regarde Muyan, dont tout le corps vibre à cause de leur conversation. Cependant, les employés de Tengda n'ont aucun tact, car ils continuent à dénigrer l'environnement de travail de FireRay. Ils mentionnent que l'entreprise gaspille trop d'argent sur des choses extravagantes qui n'ont pas d'importance, mais que le département de jeu est foutu. Qian essaie de les faire taire, mais Wan l'assure que toutes les pièces ici sont insonorisées, donc personne ne les entendra. Elle aperçoit son ancien patron à ce moment-là et se fige. Muyan se retourne en furie, mais quand il voit Wan pétrifié, son expression se transforme en surprise, car il ne savait pas qu'elle était allée chez Tengda. Il est surpris qu'elle ait misé ses idéaux de jeu sur une start-up. Il ouvre la porte et crie à ses employés de participer à l'événement d'échange d'entreprise qu'ils organisent. Les employés PNJ de Fieri s'assoient juste devant les employés de Tengda. Et Yang commence son interrogatoire. Sa première question est pourquoi tant d'employés travaillent des heures, sup un samedi, à quoi Muyuan agit confus, car le samedi est un jour de travail normal pour eux. Les employés de Tengda sont choqués d'entendre cela, mais supposent que les employés de Fieri doivent recevoir beaucoup d'heures sup s'ils travaillent ainsi. Les personnages secondaires agissent comme s'ils n'avaient jamais entendu le terme « heures supplémentaires », montrer les employés de Fieri en mentionnant les personnages secondaires. Muyuan serre les dents et répond avec colère qu'il n'y a pas de concept d'heures supplémentaires dans le monde du jeu. Chen est gêné pour Fieri et chuchote à Yang qu'il n'a pas besoin de les embarrasser avec ses questions. Pendant que Muyan vibre de colère sur son siège, son secrétaire prend le relais et commence à présenter les projets de Fieri à Tengda. Elle mentionne l'un des projets et pose ses mains sur l'épaule de Wan, disant qu'elle y a aussi travaillé. Elle lui lance un regard malveillant et l'embarrasse devant tout le monde en disant qu'elle a démissionné, parce qu'elle était sur la liste de licenciement. Ce n'est pas comme si elle avait coulé l'entreprise, les losers PNJ dont le seul but est de donner le feu des projecteurs aux autres, commencent à rire. Ensuite, la secrétaire s'éloigne, disant qu'elle est heureuse que Wan ait trouvé sa place chez Tengda, comme si elle ne venait pas de la rabaisser quelques secondes auparavant. Qian est peut-être un patron minable, mais il sait gérer ce genre de scénario. Il dit à tout le monde que Wan est directrice dans son entreprise et lui demande d'expliquer la direction créative de Tengda aux employés de Fieri. Wan joue le jeu et commence son discours avec hésitation. Elle encense Pei Qian et ses capacités comme des beignets sucrés. Pei Qian lui-même pense que tout cela est du bluff. Mais Wan, le louant comme un messie, met la pression sur Muyan pour qu'il fasse un meilleur discours. Il prend la parole juste après et se met à détailler le nouveau jeu qu'ils sont en train de développer. Pendant ce temps, Monsieur Li, assis dans l'obscurité, comme toujours, maudit sa secrétaire de l'avoir quitté de son plein gré, car c'est la toute première fois que cela arrive. Il veut lui montrer qui était le patron, mais il ne connaît même pas le nom de cet homme. La secrétaire tente d'empêcher Muyan de parler du nouveau jeu, Bullet Mark, car c'est confidentiel, mais Muyan est complètement défoncé et ne se soucie que de pouvoir se vanter, alors il ne l'écoute absolument pas.
De toute façon, le jeu sera lancé dans un demi-mois. Muyon commence à entrer dans les détails de Bullet Mark, et Sibo panique après chaque révélation. Il est évident que beaucoup d'efforts ont été investis dans Bullet Mark, et il va certainement devenir très populaire. Alors que Sibo est rongé par le désespoir, Tian est assis à sa place, souriant fièrement, comme s'il regardait son premier-né réussir une présentation. Sibo ne comprend pas comment Tian peut être si confiant. Mais comme toujours, sa schizophrénie lui fait croire que Kian est d'une certaine manière au-dessus de tout le monde, et qu'il connaît les jeux mieux que quiconque, complètement inconscient du fait que Kian fait une petite danse de la joie dans sa tête, montrer un extrait de la danse Chica, car Bullet Mark va facilement battre Project Oil Rig. Pour aggraver les choses, il annonce 10 jours de congé annuel en récompense de leur travail acharné pendant l'événement de team building. Sibo, cependant, a d'autres idées. Il exprime son inquiétude que Bullet Mark batte leur jeu, et ce sera encore plus embarrassant car les deux jeux sont des FPS et ont la même date de lancement. Il pense que Kian veut qu'ils améliorent à cache la qualité du jeu, c'est pourquoi la visite à Fieri a été organisée. Baoshu et Linwan sont d'accord avec cela aussi. Ils pensent que le patron a de grandes attentes envers eux, et au lieu d'aborder les problèmes directement, il les a subtilement mis au courant de la concurrence. Cela motive tout le monde au bureau, et ils sont déterminés à faire d'Oil Rig un succès. Pendant ce temps, Monsieur Lee et Monsieur Zhu se disputent un peu à propos de la visite de Tengda à Fieri. Monsieur Lee n'apprécie pas que Muyan ait révélé tout le plan de Bullet Mark à un concurrent. Muyan soutient que Pei Tian n'est pas aussi intelligent que tout le monde le pense et que rien ne se passera en un demi-mois. Pendant ce temps, Monsieur Lee pense que Pei est le fils perdu d'Einstein et qu'il est plus dangereux que quiconque. Alors il ferait mieux de rester vigilant. Pendant les jours de congé, tous les employés de Tengda viennent au bureau et travaillent moi comme des forçats. Ailu est impliquée avec eux aussi, alors elle ment à Kian en disant que tout le monde est bien en congé. Pendant que Tian passe ses examens, ses employés travaillent jour et nuit pour terminer le jeu. Quand il a fini ses examens, il jette un œil à ses fonds et il a enfin dépensé plus que ce que Phantom General a rapporté. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à perdre le reste des fonds, afin de pouvoir devenir riche dans la vraie vie. Il demande à Ailu d'organiser un autre événement de team building, mais cette fois, ce sera un événement amusant avec des films et une fête. Il lui ordonne de dépenser exactement 361 000 yuan pour l'événement et de le programmer un vendredi afin que les travailleurs ne perdent pas un jour de congé. Le jour de l'événement, après le film, les employés de Tengda réservent une surprise à Xian. Le processus de débogage du jeu est terminé et ils peuvent le lancer un jour plus tôt que Bullet Mark. Ignorant que c'est en fait le pire cauchemar de Tian qui se réalise, il crie sur tout le monde qu'ils ne peuvent pas le lancer un jour avant, gâchant l'ambiance de toute la pièce, mais Richest est toujours là pour remettre Tian à sa place. Alors il apparaît et lui rappelle que reporter la date de lancement sans raison n'est pas autorisé. Il se ressaisit très vite et met son masque de fausse gentillesse. Il poursuit en disant qu'ils n'ont pas eu de vraie célébration, c'est pourquoi il a fait sa déclaration précédente. Sur ce, ils vont tous prendre un délicieux dîner. Ils se saoulent et se défoncent là-bas. Baoshu chante une chanson pour son papa Pei avec la voix la plus stridente imaginable. Tout le monde prie pour le succès d'Oil Rig et chaque prière est comme une flèche dans le cœur de Tian. Montrer quelqu'un se faisant toucher par une flèche. La pièce est pleine de soleil et d'arcs-en-ciel, et tout le monde vit ces moments à fond. Linwan devient un peu émue en voyant tout le monde si heureux. Elle croit que tout cela est parce que Kian valorise ses employés. Cependant, elle remarque aussi que l'homme qui a apparemment changé la vie de tout le monde semble inquiet. L'homme prépare de nouvelles stratégies pour détruire l'entreprise et effacer les sourires de tous, mais bien sûr en tant que fan inconditionnel de Tian. Shojuvia de Fairy Tail Simping. Elle pense à l'avenir de l'entreprise et à sa réputation. D'autre part, Baoshu est sur scène. Il encense Kian pour sa gentillesse et pour avoir transformé sa vie. Tout le monde commence à pleurer et à lui être reconnaissant. Et très vite, ils s'évanouissent tous. Ils ratent le jour du lancement parce que leurs culs d'ivrogne dorment toute la journée. Le jeu finit par être lancé le même jour que Bullet Mark, exactement comme Chen le voulait. Naturellement, Bullet Mark domine les classements immédiatement, tandis que Project Oil Rig est à peine reconnu. Cependant, l'équipe ne perd pas le moral car elle croit qu'avec le bon marketing, le jeu peut encore réussir. Cependant, il n'y a pas encore eu de publicité pour le jeu, ce qui est un problème. En tant que résident de Dulululand, ils se convainquent que Monsieur Pei teste leur résilience. Et s'ils peuvent travailler sous pression, c'est pourquoi il n'a pas encore commercialisé le jeu. Alors, ils décident de travailler sur les versions optimisées du jeu. Mais Ailu partage que Xian n'a pas encore alloué de budget pour cela. Les riches relations de Linwan s'avèrent enfin utiles, et elle assure à tout le monde de lui laisser le marketing. Elle parle à un joueur professionnel qui se fait appeler Broken Albert pour tester le jeu. Broken Albert n'est pas convaincu de jouer au jeu au début,
mais il voit qu'une arme est vendue à un prix ridicule de 8,88 yuan, ce qui le rend curieux de savoir de quoi il s'agit. La tactique de Tian, un prix d'achat excessivement élevé, se retourne contre lui car il pensait repousser les joueurs. Le jeu démarre immédiatement, sans introduction, et la fille muette apparaît, qui heureusement ne ressemble plus à une héroïne ecchi. Dommage pour les incels, en manque de contact, montrer des mèmes d'incels ou un gros type moche en colère. La fille lui donne une arme et lui fournit des indices précieux pour progresser dans le jeu. Elle sauve aussi le personnage principal en cas de besoin et le soigne. Le jeu passionne vraiment Broken Albert et il se rend personnellement chez Tengda pour remercier les créateurs. Tout le monde là-bas le traite comme Michael Jackson. Il avait supplié Lin Wan d'être là, donc l'attention est vraiment gratifiante. Il donne son avis honnête sur le jeu, disant qu'il y a encore un écart entre Project Oil Rig et les jeux internationaux de haut niveau, mais qu'il est toujours immersif. De plus, le rebondissement final est vraiment palpitant. Il s'extasie sur le jeu comme si c'était le meilleur jamais créé. Mais les gens autour de lui l'adultent encore plus, et le piègent dans une foule, montrer le même « Suffering from Success ». Il poursuit en disant que Bullet Mark est excellent par certains aspects, mais qu'il n'est qu'une pâle copie bon marché d'autres jeux internationaux. Sibo et Baoshu sont si heureux que toutes ces heures supplémentaires soient récompensées et remercient Broken Albert pour cette affirmation. Broken Albert dit que c'est lui qui devrait les remercier d'avoir créé un jeu aussi génial. Il passe ensuite à la boutique en jeu non conventionnel qui n'a qu'une seule arme légendaire à un prix ridicule, le reste des objets étant gratuits. Sibo partage que c'était l'idée de leur glorieux patron d'avoir une arme légendaire de luxe dans la boutique. Broken Albert pense que c'est une excellente stratégie et certainement l'un des principaux facteurs d'attraction du jeu. Au final, Lin Wan n'a même pas eu à payer le streamer pour tester le jeu. Il le fait gratuitement, en plus de faire un livestream exclusif pour Project Oil Rig, afin que tout le monde puisse connaître son excellence. Après quelques jours, nous voyons Kian assis avec confiance en classe, ignorant que le jeu est maintenant devenu viral. Yang lui dit que la réponse initiale du jeu était très décevante, et l'esprit de Tian s'envole vers le 7e ciel juste après avoir entendu cela. Il imagine un scénario où il retourne à l'entreprise et voit tout le monde absolument brisé et abattu. Voir d'autres personnes brisées est sa thérapie à ce stade. Montrer le même de Patrick Bateman qui rit, mais son rêve et son imagination se brisent dès que Yang partage que le jeu a reçu de bonnes réactions ces 2 derniers jours. Il s'échappe de la classe en courant, violant son professeur au passage, comme toujours. Quand il arrive au bureau, tout le monde est silencieux, et l'environnement est exactement comme il l'avait imaginé dans son scénario idéal. Mais soudain, tout le monde se rassemble autour de lui et commence à l'applaudir comme s'il venait de trouver un remède contre le cancer. Tous les employés le louent et le remercient pour son travail, tandis que son monde chavire. Il traverse une crise existentielle pendant que le reste du monde autour de lui célèbre. Il retourne finalement à son bureau pour réfléchir à ce qui s'est passé. Il n'a cessé d'accumuler les échecs depuis qu'il a été introduit au système de conversion de fortune. Il se demande si quelqu'un a dépensé de l'argent en marketing et a intentionnellement rendu le jeu viral, comme l'artiste l'a fait la dernière fois. Dans ce cas, il doit trouver la taupe. Sibo entre dans la pièce à ce moment-là et lui remet un rapport de tous les facteurs qui ont mené au succès du jeu. Il découvre que Lin Wan a trouvé un streamer pour tester le jeu, mais il ne peut pas lui en vouloir d'avoir fait cela, car c'est lui qui a demandé à tout le monde de passer à la phase suivante. Plus il lit le document, plus il prend conscience que la taupe, c'était lui-même. Les choses qu'il pensait ternir la réputation du jeu ont fini par être la raison de son succès. Pendant que Chen cherche des moyens de s'isekai, ses employés ont une séance de masturbation collective pour lui. Il quitte sa chambre, vaincu et détruit, mais ses employés idiots le croient calme et serein. Il monte sur le toit et hurle à plein poumon de frustration. À ce rythme, le jeu pourrait rapporter des millions puisque l'arme légendaire seule va leur rapporter énormément. Wan le voit et pense qu'il est sur le point de se suicider, ce qu'il devrait techniquement faire. Elle lui dit de se calmer et de ne rien faire d'imprudent. Elle suppose que Xian se sent un peu mal pour Fury Sky Studio, car Project Oil Rig a écrasé Bullet Mark sous tous les aspects. Il n'avait aucune idée que le jeu était devenu si populaire, et cette information lui coupe les jambes. Juan pose une main sur son épaule et le console en lui disant que ses travailleurs seront toujours là pour lui. Cela donne à Kian l'idée de faire dépenser de l'argent aux autres pour lui, car l'union fait la force. Il se lève et décide de tout donner cette fois, comme s'il n'avait pas déjà tout fait en son pouvoir pour gagner jusqu'à présent. D'autre part, Jo Muyan est assis, tout déprimé par la perte qu'il a subie à cause de sa propre incompétence.
Monsieur Lee l'appelle pour obtenir des informations, et il n'a rien à lui dire qui ne ferait pas engager un tueur à gages contre lui. Qian a 47 heures avant la date de clôture, et il doit trouver un moyen de perdre 600 000 yuans d'ici là. Cependant, toutes les requêtes qu'il soumet aux plus riches sont immédiatement refusées. Il frappe le petit bot IA, mais le plus riche reste imperturbable. La journée entière passe et il est toujours dans son bureau, déprimé par sa vie d'échec, montrée elle de Death Note. Ailu le surprend et lui demande s'il a besoin de quelque chose. Il lui dit de partir au début, mais lui demande ensuite si elle sait comment fabriquer des excuses afin qu'il puisse réaliser sa demande personnelle au nom de l'entreprise. Ailu crie que c'est illégal et que Qian doit changer de tactique. Il argumente qu'il veut faire bénéficier ses employés des profits de l'entreprise. Il ment, disant vouloir partager le bonus de l'entreprise avec tous, mais qu'il y a une limite. Ailu ne lui demande pas qui est celui qui limite cela. Elle explique que normalement 50% des profits peuvent aller aux employés, mais s'il veut plus que cela, il peut augmenter leur salaire. Et pour le reste, il peut leur offrir des avantages, comme des cartes cadeaux, des cadeaux de fête ou des primes de chaleur. Le matin, Ailu lui apporte une longue liste de façons de dépenser plus d'argent. Chen est fou de joie et pense à forcer Richest à accepter la liste sans qu'il ne puisse rien y faire. En réalité, pour la première fois, Chen évite un gros échec. Richest approuve toute la liste instantanément, grâce à l'intelligence et au tact de Ailu. Chen emmène l'entreprise au centre commercial et leur donne des cartes cadeaux pour qu'ils dépensent. Avec seulement 2 heures avant la fermeture, Qian prie pour que tout le monde puisse dépenser tout l'argent. Il les emmène à la version Temu de l'Apple Store. Il y a beaucoup de nouveaux ordinateurs portables et téléphones avancés, et Qian force pratiquement ses employés à acheter ce qu'ils veulent là-bas. Lin Wan se prélasse simplement sur un siège, disant qu'elle a déjà tout dans cette boutique. Il s'avère que l'Apple Store Discount est l'affaire familiale de Wan. Mayang achète des coques de téléphone pour en avoir une nouvelle tous les 2 jours, et Xian lui achète toutes les coques de téléphone du magasin. Lin Wan s'extasie sur son amant imaginaire et pense qu'il est une sorte de prince Disney, car aucun patron ne peut être aussi gentil que lui. Elle est heureuse que son magasin familial soit reconnu par l'amour de sa vie. Après un moment, Ailu l'informe que tout le monde de son côté a atteint l'objectif de dépense. Qian fait un rapide calcul mental et réalise qu'il lui reste beaucoup à dépenser. Il exprime vouloir s'acheter quelque chose aussi, et Ailu lui fait remarquer qu'il a besoin d'un stylo et d'une montre, donc il pourrait les acheter. Il court vers un Louis Vuitton de magasin à 1 dollar pour une montre, et demande au personnel de vente de lui apporter la montre la plus chère. Cependant, il est vite rappelé à l'ordre, car Richest fixe une limite de 40 000 yuans pour ses dépenses personnelles. Il achète tout ce qu'il peut avec ses 40 000 yuans et sort du magasin. Les employés commentent qu'il a des habitudes de dépenses de femmes. Dieu nous garde que quelqu'un dise du mal de Chen. Wan se présente comme la commandante de son escouade de protection. Elle commente que tout ce qu'il a acheté est lié au travail et que le budget total des achats d'aujourd'hui est d'environ 100 000 yuans, ce qui n'est pas une si grosse somme. Il ne reste qu'une minute avant la fermeture, mais Chen n'abandonne pas et essaie de dépenser chaque centime jusqu'au bout. Il voit un parfum au hasard et Richest apparaît aussitôt, lui disant que le parfum n'est pas lié aux affaires de l'entreprise. Il essaie de s'en sortir en disant que c'est pour un client, mais Richest demande le nom du client en retour. Voyant que tout le monde, sauf Juan, a acheté quelque chose, il tend rapidement le parfum à Juan sous prétexte de le lui offrir. Richest analyse qu'elle est l'héritière du groupe Shenhua, le magasin d'où proviennent leurs achats, ordinateurs, téléphones, etc., et autorise l'achat. Pour la toute première fois, Chen perd un peu d'argent. Ce n'est pas une grosse somme, mais c'est un début. Pour la toute première fois, Chen n'est pas un échec ambulant. Quand ils sortent du centre commercial, Wan le remercie de lui avoir offert le parfum. Chen se demande pourquoi le système l'a autorisé à offrir à Wan, puis il écarte cette pensée. Pendant ce temps, Wan est dans un monde shoujo imaginaire, avec Qian comme son MC shoujo chevaleresque qui séduit toutes les filles, Sho Usui de Maid-sama, pour référence. Alors qu'il s'éloigne, Qian pense à remercier tous les employés de l'avoir aidé à subir une perte pour la première fois. Mais il doit aussi se débarrasser des personnes qui l'ont aidé. Le lendemain matin, il décerne à Wang Xibo et Bao Shu les titres de meilleurs employés, car ils étaient à l'origine du succès de Project Oil Rig. Cependant, dès qu'il leur remet des récompenses, il annonce leur licenciement. Xibo est remplacé par le roi PNJ Mingliang, dont le nom n'avait jamais été dit. Chen explique qu'il ne licencie pas Xibo, mais lui donne un capital d'1 million de yuans pour réaliser son rêve d'entreprise. Qian célèbre l'élimination du plus grand ennemi à ses côtés. Son prochain ennemi est Bao Shu, à qui il offre des vacances payées illimitées en cadeau. Le reste des employés commentent que ce n'est pas juste des vacances, Chen devient en fait son sugar daddy. Bao Shu n'est pas fasciné par l'idée de vacances,
car c'est un casanier qui ne sort jamais. Mais comment résister au charme de Papa Paye? Alors il finit par céder de toute façon. Sur ce, il annonce le début d'un nouveau projet. Cibo emballe toutes ses affaires et dit au revoir avec émotion à ses collègues. Il dit à Hailu que son rêve reste l'industrie du jeu vidéo. Mais puisque Qian lui a fait confiance pour étendre le plan d'affaires de Tengda, il fera de son mieux. Hailu lui demande s'il veut rencontrer le patron une dernière fois avant de partir. Et il refuse l'offre. Il sait que son cul de pleurnichard pleurerait en voyant son papa, et il croit que Qian est aussi triste, donc il vaut mieux qu'il ne se voine pas. Pendant ce temps, son papa célèbre son départ en faisant des émotes aléatoires dans son bureau. Montrer des émotes Fortnite pour référence. Pour le prochain tour, il reçoit 1 million de wen comme fonds de démarrage, mais cette fois, Xian est plus confiant que jamais qu'il va sûrement tout dépenser. En sortant, Cibo demande à Mingliang de gérer les mises à jour de Projectile Rig et Phantom General. Et Mingliang partage que Chen leur a dit de ne plus mettre à jour les jeux, car il veut seulement se concentrer sur le nouveau projet. Cibo ne comprend pas pourquoi, car mettre à jour les jeux populaires peut rapporter plus de profit, mais en tant que babysitter et protectrice de Xian, Wan les interrompt et leur demande de faire confiance à sa stratégie. Car l'histoire lui a montré que plus la situation est difficile, mieux Qian est capable de la gérer. Dans son bureau, Qian décide de ne plus donner de liberté créative aux employés, car cela pourrait se retourner contre lui à nouveau. Bao Shu, son deuxième plus grand ennemi, lui envoie une vidéo loufoque de ses voyages, et Qian voudrait le jeter au singe qu'il a envoyé. Il convoque immédiatement Mingliang et Huan à une réunion. Il leur dit que leur jeu portera sur les problèmes de l'industrie du jeu vidéo. Ce sera un jeu interactif qui fera réfléchir les joueurs aux problèmes prévalents dans l'industrie du jeu. Mingliang commente que les joueurs détesteraient en ce genre de jeu, et Qian pense en lui-même que c'est exactement son objectif. Il explique que ce sera un jeu en 2D et qu'il sera basé dans l'environnement du bureau de Tengda. En gros, le joueur incarnera un producteur de jeux, développant des jeux et effectuant le travail de bureau habituel. Les scénarios et les résultats varieront en fonction des choix du joueur. Pour les PNJ, des narrations seront ajoutées pour que les joueurs sachent ce que chacun pense. Qian est si confiant que ce genre de jeu de niche va totalement échouer. Mayang demande à Qian s'il peut vivre dans son condominium jusqu'au nouvel an, et Qian lui remet les clés immédiatement. Il demande à Yang s'il ne rentre pas chez lui, qui répond non, car c'est les vacances d'hiver à l'université. Juste à ce moment, Baoxiu envoie une vidéo de lui surfant par temps chaud et humide, pendant que ses deux perdants ici meurent de froid. Sans aucun sens des responsabilités en tant que patron, Chen prend des vacances d'hiver, arguant qu'il est étudiant et part en congé. Pendant ce temps, ses pauvres employés enregistrent les voix pour la narration du jeu. Mingliang s'est vu confier la tâche de doubler tout le jeu. Cependant, après des heures, ils n'ont pas réussi à enregistrer une seule ligne. Mingliang ne comprend pas pourquoi il doit travailler sur le doublage alors qu'il est développeur. Il devrait s'occuper des aspects du développement, pas de ces choses complètement inutiles. Wan s'énerve à ces mots et fait irruption dans la cabine d'enregistrement, déclarant que la narration est la partie la plus cruciale de ce jeu et qu'il devrait faire une confiance aveugle à la vision de Peiqian. Elle souligne que le scénario est étrangement unique. Normalement, un jeu comme celui-ci serait bombardé de mauvaises critiques, mais elle pense que Qian a créé ce scénario exprès afin que les joueurs puissent connaître la dure réalité de l'industrie du jeu vidéo. Mingliang est en fait convaincu par ses paroles, et le duo a une petite session d'admiration pour leur papa. Mingliang comprend enfin que ce nouveau projet, nommé producteur de jeux, n'est pas un jeu qui humilie les joueurs, mais plutôt un jeu qui prend la défense des joueurs. Il se plonge enfin dans son personnage et livre les répliques parfaitement. Huan se met aussi en position et commence à débiter ses répliques absurdes. Les deux ressemblent à des poulets qui se battent en enregistrant leurs répliques. L'ingénieur du son pose une question sur ce qui se passerait si le joueur ne faisait pas ce que la narration dit. Et Huan explique que dans l'une des intrigues, le producteur est trop gentil et ne peut pas atteindre le seuil de rentabilité. Au final, l'entreprise devient obsolète. Cela donne aux joueurs une leçon. L'industrie du jeu est cruelle, et la seule chose qui protège l'industrie actuelle, c'est leur Jésus, Peiqian. La seconde venue de Jésus, Peiqian, prend quelques jours de congé et donne aussi quelques jours de repos aux employés. Quand il retourne au bureau, il est accueilli par un Baoshu à l'allure de sans-abri et malodorant. Le clochard veut retourner travailler, car les vacances ne lui ont apporté que du vide. Qian est peut-être un peu malade dans sa tête, mais il n'est pas méchant. Alors il laisse Baoxiu retourner travailler. Compte tenu de son état actuel, Baoxiu subit une transformation dès qu'il touche son équipement informatique.
Ming Liang essaie de lui faire réviser quelque chose sur le nouveau projet, mais Qian lui avait demandé de laisser Ming Liang gérer ce jeu pour son processus d'apprentissage, alors il refuse poliment de réviser. Sa position dans l'entreprise sera désormais celle du parasite qui joue au jeu toute la journée. Cependant, ce mode de vie idéal que des gens comme nous prient jour et nuit ne lui convient pas du tout. Sibo vient le soir et le duo dynamique décide d'optimiser les anciens jeux puisqu'ils ne peuvent pas travailler sur le nouveau. Le lendemain, tout le monde au bureau découvre que les fans de Phantom General ont lancé une pétition pour que le jeu soit mis à jour. La pétition a atteint 10 000 signatures et tout le monde veut que le jeu continue avec quelques optimisations. Chen ne comprend pas pourquoi les gens aiment ce jeu de magasin à 1 $, mais chacun ses goûts. Il déclare fermement qu'il n'est pas nécessaire de mettre à jour le jeu malgré la pression, mais le monde s'écroule sous ses pieds quand on lui dit que le jeu a été optimisé lentement. Le lendemain, le marchand Riz, Ruin Guangjin, fait de nouveau son apparition. Il cache son visage et entre chez Tengda. Shin Hailu le reconnaît et lui demande s'il veut quelque chose. Il lui tend une clé USB contenant de nouveaux designs de personnages pour Phantom General. Hailu lui demande si Pei Qian lui a demandé de le faire, et il nie, disant qu'il l'a fait de son propre chef. Hailu se sent toujours un peu mal à l'aise avec la situation, alors il l'amène au bureau de Qian pour qu'il puisse lui donner les designs directement. Il hésite à entrer comme si son coup de cœur était assis là, ce qui pourrait être vrai, car tous ceux qui ont rencontré Qian sont d'une certaine manière amoureux de lui. Dès qu'il entre, Qian lui crie dessus, lui demandant pourquoi il a optimisé le jeu, puis 10 minutes passent et Guangjin sort de la pièce, tout souriant. Il partage que Qian lui a demandé de dessiner une affiche pour le nouveau jeu. Après son départ, Ming Liang montre l'ébauche du jeu à Qian, qui ressemble exactement à ce qu'il avait imaginé. Il le félicite pour la bonne exécution et l'appelle un ami, ce qui fait fondre le petit gars. Il lui remet un rapport de sa stratégie marketing pour le prochain jeu et lui dit de le donner à Lin Wan. Ming Liang est un peu confus car il a toujours été connu que Chen n'aime pas le marketing, mais Chen dit qu'il a changé sa stratégie cette fois. Il a changé d'avis il y a exactement 10 minutes, pendant la discussion avec Guangjin. Il a clairement indiqué qu'il ne voulait pas des designs de Phantom General. Guangjin s'est un peu emballé et a fini par faire un discours à Chen. Ce discours lui a fait réaliser que Tengda était une petite entreprise à l'époque, donc la stratégie sans marketing les a dépeints comme des victimes, et les gens ont été naturellement attirés par les jeux. Mais maintenant, c'est une grande entreprise, alors s'il joue bien ses cartes, il peut faire en sorte que les gens détestent l'entreprise. Wan est choqué de voir la liste et n'aime pas la plupart des idées qu'elle contient parce que pourquoi diable Qian voudrait-il embaucher un influenceur pour promouvoir le jeu alors que cela va à l'encontre des valeurs fondamentales de l'entreprise? Mais l'amour est aveugle, alors elle se convainc que son prince charmant a dû bien réfléchir à tout ça. Elle contacte le YouTuber Sugar Daddy qui a rendu célèbre le jeu Lonely Desert Road. Non seulement elle lui demande de promouvoir le jeu, mais elle lui offre aussi un salaire mensuel de 10 000 yuan, ce qui fait tourner la tête du gros gars. Il est incroyablement heureux que quelqu'un d'aussi insignifiant que lui puisse être récompensé de cette manière. Cependant, en écoutant les détails qu'il va collaborer avec d'autres influenceurs et qu'il va suivre le script écrit par Qian, il refuse l'offre. Mais Juan continue d'augmenter son salaire. Et à 50 000 yuan, le Sugar Daddy se transforme en Super Saiyan et promet de suivre toutes les règles et réglementations de l'entreprise. Mais ce jeu aussi provoque la rage jusqu'à l'oubli, tout comme Lonely Desert Road. Quand le salaire est transféré sur son compte et qu'il voit le nom de l'entreprise, il réalise que ce jeu est fait par le même connard qui a créé Lonely Desert Road. Il pense que Tengda se venge de lui pour avoir critiqué le jeu. S'il était un créateur de contenu digne, il aurait refusé le travail. Mais il est aussi fauché que les gens allongés dans la rue. Alors il choisit d'obéir à Tengda. Le lancement du jeu est demain. Alors Juan discute un peu de ça avec Sibo et Baoshu. Elle sait que ce sont eux qui ont optimisé Project Oil Rig et Phantom General, mais elle promet de ne rien dire à personne. Concernant Gaming Producer, beaucoup de gens le trouvent ennuyeux, alors elle est un peu nerveuse. Baoshu l'assure que c'est un bon jeu malgré tout. Cependant, ce jeu est en avance sur son temps, alors il pense qu'il peut être critiqué au début. Le trio se lance à nouveau dans une session d'adulation collective de Chen, un culte de fans, de préférence des fans de K-pop, le loue pour toujours prendre des risques et ne jamais reculer devant ce en quoi il croit. Il lève les yeux au ciel et voit Shan dans la lune comme s'il venait de mourir. La publicité du jeu impliquant des influenceurs s'avère être de la merde absolue, mais personne n'a le courage de le dire devant Shan. Lui, cependant, est très satisfait, car cela signifie que le jeu sera détesté. À ce moment-là, Ailu entre dans la pièce, inquiète, notifiant que tout le monde critique Tengda en ligne.
Les gens expriment leur déception que Sugar Daddy Chow soit devenu un vendu. Tout le monde pense que l'influenceur est tenu sous la menace d'une arme dans sa vidéo pour livrer ce script de merde. Kian pense qu'il a atteint son but maintenant, car faire en sorte qu'un influenceur célèbre pour critiquer les jeux fasse l'éloge d'un jeu qui humilie les joueurs est voué à rencontrer des critiques. Alors que tout le monde déprime en voyant les gens parler en mal de leur entreprise bien-aimée, Lin Wan s'enfuit de là, affirmant qu'elle va arranger les choses. Le jour du lancement, le jeu fait un flop retentissant et reçoit des réactions négatives de tout le monde. Les gens affirment même que Tengda a perdu sa popularité précédente à cause de la campagne marketing de ce nouveau jeu. Min Liang se transforme en chatte mouillée parce que le premier jeu dont il était responsable a été ruiné. À ce moment-là, Sibo entre avec une journaliste d'une chaîne d'information, disant qu'il l'a amenée pour réparer leur réputation. Elle filme tous les employés, mais les monte vicieusement pour faire croire que tout le monde chez Tengda est complètement déprimé. Monsieur Lee apparaît dans le bureau de la journaliste et la félicite pour son bon travail en leur nom. Après le départ de Monsieur Lee, Wan s'approche de la journaliste et la réprimande pour ce comportement. La journaliste essaie de répliquer, mais son patron l'arrête net. Quand Wan part, il lui dit que Li Wan est l'héritière du groupe Shenhua, et le capital Furui de Monsieur Lee ne fait pas le poids face au pouvoir du groupe Shenhua. Elle va interviewer Kian le lendemain. Xian décide d'être un peu méchant exprès, mais la journaliste pense que le gars est transparent et honnête. Il mentionne que c'est Juan qui a arrangé cette interview pour lui. Autrement, il n'aurait jamais accepté cela. La journaliste pense que les deux sont amoureux et qu'ils forment un couple parfait de filles riches et de jeunes élites montantes. Elle demande ensuite pourquoi il fait des jeux et il admet devant la caméra qu'il le fait pour perdre de l'argent. Pendant ce temps, la conscience de Sugar Daddy Chow ne le laisse pas dormir la nuit. Tout ce à quoi il pense, c'est à quel point il est devenu détesté parce qu'il voulait de l'argent. Il se lève au milieu de la nuit et lance le jeu pour voir si c'est vraiment de la merde ou non. Il est vendu au prix de 28 yuan, contrairement à Lonely Desert Road, qui ne coûte qu'1 yuan. Le jeu a l'air stupide au début, mais il est en fait décent quand on y joue. L'intrigue est très réaliste, et Chow peut s'y identifier. Chaque instant du jeu lui rappelle les événements simples qu'il a vécus quand il était jeune, mince et d'apparence décente. Les gens doutaient de lui, et trouvaient son concept ennuyeux, mais au moins, il était beau à l'époque. Maintenant, Chow n'a plus rien, sauf son physique obèse. Au moment où le jeu se termine, Chow pleure à chaudes larmes. Il rejoint officieusement le Kiang Laser Club en qualifiant sa vision du jeu de chef-d'œuvre. Le lendemain, l'interview est diffusée et elle ne contient que des retours positifs pour Peitia. Tous les employés parlent de leur première rencontre et de la façon dont sa présence a changé leur vie. Tout le monde a des flashbacks émotionnels de leur interaction préférée avec lui. Lin Wan se donne particulièrement à fond dans son discours. Kian regarde son écran d'un air vide car cette interview est l'opposé de ce qu'il représente réellement, mais il espère toujours qu'il va perdre de l'argent cette fois. Meng Liang fait irruption dans la pièce à ce moment-là et l'informe que la critique de Game Producer par Swagger Daddy Chow est devenue virale. Dans la vidéo, Chow invente le mensonge que le jour du poisson d'avril, lui et Tengda se sont associés pour mettre en œuvre un plan directeur. Ils ont créé une tendance stupide et loufoque exprès pour susciter des réactions chez les gens et voir si les imitateurs le copiaient toujours. Il admet que la raison pour laquelle il peut en parler avec autant de confiance est le chef-d'œuvre qu'est Game Producer. Le gameplay, l'intrigue, les dialogues et tout le reste valent-elles la peine de dépenser de l'argent. Alors qu'il continue de parler, Diane s'enfonce dans son siège. Xiao commence à pleurer en direct, ce qui choque tous les téléspectateurs. Il ne peut s'empêcher de s'identifier au jeu et d'éprouver de l'empathie pour le personnage principal. Il donne un discours passionné sur la façon dont Tengda a créé ce jeu pour donner à chacun un aperçu de la versatilité de la société. Kian éteint son ordinateur portable misérablement et sort de sa chambre pour voir une scène encore plus agaçante. Tout le monde au bureau célèbre la viralité aléatoire de l'émission. Il baisse la tête et rentre chez lui. En chemin, Monsieur Lee de Fui l'appelle et le dénigre. Il fait aussi enfin une révélation de son visage, ce qui est aussi décevant que nous le pensions. Il ressemble à n'importe quel autre oncle d'anime. Monsieur Lee raccroche précipitamment après avoir déclaré qu'il se vengerait de lui. Chen ne sait pas ce que l'homme a dit, mais il semblait qu'il n'aimait pas Teng, ce qui signifie qu'il n'a pas à se battre seul contre Tengda. À ce moment-là, Richest apparaît et annonce qu'il va être envoyé en mission. L'écran sous ses pieds affiche l'augmentation de 10% sur le montant de conversion original. Il n'a aucune idée de ce qui se passe et il ne veut pas le savoir non plus.